tu t'as assemblé. Ah bah tiens, alors une question qui n'a rien à voir. Je suis en train de travailler sur le chapitre du tome 2 de mon livre sur la peur qui vient de sortir. Il faudra que je te l'envoie d'ailleurs, qui est sur un chapitre sur l'amour. Mhm. Attends, c'est quoi ta définition de l'amour? Ça dépend si tu demandes aux neuroscientifiques ou, tu vois. Parce que là, Eh tu ouais. parlais de la peur et de l'amour. Alors, en neurosciences, ce qui est intéressant, c'est que la peur et l'amour sont quasiment le même cocktail. Quasiment. Tu vois, tu as de l'adrénaline, tu as de la noradrénaline, tu as du focus. Si tu as un coup de foudre, c'est quasiment aussi proche que si tu vois un lion débarquer ou un pitbull. Mhm. Mais la grande différence, c'est que tu as des hormones en plus quand c'est un coup de foudre. Typiquement, tu vas avoir bien sûr de l'endorphine, de la sérotonine, de l'oxytocine pour l'attachement. Et tout ce beau cocktail, en plus de l'adrénaline, noradrénaline, etc., et aldostérone et tout, va te faire oublier que c'est traumatisant. Parce que s'il n'y avait pas la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines et même certains endocannabinoïdes, ce serait un trauma. Ce serait une expérience traumatisante. Donc, tu vois, comme quoi la peur et l'amour, au point d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie la confusion de l'excitation sexuelle, qui est Mhm. connue par les services secrets. Donc, c'est l'expérience des ponts. On a une fac américaine qui prend une jolie nana qui dit à ces sujets, donc des gamins hétérosexuels, enfin des jeunes étudiants hétérosexuels, les fait rencontrer sur deux ponts. Un pont très dangereux, enfin dangereux qui bouge, quoi, et un pont stable. Et la nana, elle est là, elle dire, voilà, on va commencer une expérience dans une semaine, mais voilà mon numéro, appelle quand tu veux, wink wink. Et on regarde combien rappellent. Et ceux qui sont sur le pont dangereux rappellent plus. Mais ouais. Parce qu'ils ont le sentiment d'être tombés amoureux. Donc, d'un point de vue purement matérialiste, tu vois, voilà, amour et peur. Maintenant, si tu demandes aux soufis, c'est un autre truc, tu vois. L'amour, c'est la seule réalité du monde, c'est ce qui fait tourner le monde, c'est quand t'as la légende soufie que quand Dieu crée l'univers, il prend un atome de sa lumière et il le regarde avec miséricorde et amour et il bouillonne, cet atome bouillonne et l'univers se forme. Ça fait un peu le Big Bang. Donc l'amour, c'est censé être avec la conscience la plus grande force de l'univers, quoi. Donc voilà, les deux extrêmes, soit métaphysique ou physique. Très bien. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Idriss Aberkan. Bonsoir Idriss. Salut. Alors, ça fait en fait très longtemps que je suis ton travail. J'avais lu tes premiers livres, je les ai d'ailleurs offerts pour le 18, pas que, mais pour le 18e anniversaire de mon fils aîné, notamment Libérer votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, et puis L'âge de la connaissance. Donc, c'est des livres qui sont devenus introuvables, mais que j'avais beaucoup aimé à cette époque. Mais je dois avouer qu'il y avait chez toi un petit truc qui m'agaçait à cette époque-là. Tu avais des formidables conférences sur le biomimétisme. J'avais suivi ça avec passion et beaucoup d'intérêt. Mais il y avait un petit côté premier de classe que je trouvais un petit peu agaçant. Et je ne suis peut-être pas le premier à te l'avoir dit, mais en tout cas, j'ai été ensuite fortement impressionné par ton courage lorsque, pendant la crise Covid, tu es sorti, en tout cas, c'est comme ça que je t'ai redécouvert, pour prendre la défense de beaucoup de gens qui eux-mêmes étaient courageux, notamment le professeur Raoult, par rapport à l'utilisation de médicaments soi-disant dangereux et qui, en fait, non, ne l'étaient pas et auraient pu prévenir ce psychodrame. Et ensuite, tu as pris position pour plein d'autres sujets et j'ai découvert que en fait, tu es quelqu'un de très courageux. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours? Parce que tu es né en 1986, donc tu es un petit peu plus jeune que moi, mais tu as déjà pas mal de bouteilles, pas mal d'expériences. J'ai vu beaucoup de diplômes. Mais les diplômes, pour moi, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Ouais, en plus, tu vois, mes diplômes m'ont servi à rien, sauf à être attaqué, puisque comme j'avais passé trois doctorats, il y a eu en France une litanie de tentatives de les discréditer, tu vois. Certains ont commencé par dire il les a pas, puis après ils ont dit mais si, il les a, mais on va les lui reprendre, tu vois. Tu as eu l'école polytechnique à Paris qui a tenté cette espèce de saloperie pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils disent il a pas de doctorat chez nous. Puis à la fin, ils disent non, non, mais il en a un, mais en fait, on va le lui reprendre. Donc comme ça, il en aura plus. Puis évidemment, c'était aussi bidon que la première fois. Mais au final, ça m'a servi à rien. Donc le côté premier de la classe, c'est marrant que tu dises ça parce qu'en effet, moi, je préférais lutter contre ça. Et en fait, dans Libérer votre cerveau, dès que tu le lis, tu vois que j'attaque froidement le système éducatif français en expliquant vraiment qu'il est bourré de défauts, de biais, etc. Et après, si tu veux, c'est comme avec Didier Raoult. Donc moi, je savais qui c'était, bien sûr, étant biologiste.
Je connaissais ses travaux. Tu es peut-être sur le plus grand infectiologue de tous les temps, devant ou au niveau de Pasteur, hein. Les gens ne se rendent pas compte, les découvertes qu'il a faites sur les mamavirus, les changements de paradigme. Tu sais, c'est le terme qu'on utilise pour décrire les révolutions dans l'histoire scientifique, changement de paradigme. Les changements de paradigme qu'a posé ce mec, c'est du délire. Avant le Covid, n'importe quel scientifique français savait que Raoult avait une sorte de main verte pour les cultures bactériennes. Il arrivait à te reproduire, à te cultiver des bactéries là où tout le monde avait échoué. Il arrivait à t'en isoler. D'ailleurs, il en a nommé tellement de nouvelles espèces qu'à la fin, on n'avait plus d'idées pour les nommer. Donc, tu avais des Raoulti, des Massiliensis, tous les noms latins qu'on utilisait, donc Marseille ou Raoult, IHU, N6. Enfin, à la fin, ils arrivaient même plus, tellement l'IHU a nommé de bactéries que ce mec a découvertes. Et c'est un tiers, enfin, découvrir plein de nouvelles bactéries, c'est un tiers de ces découvertes. Donc, quand j'ai vu des mecs qui avaient même pas une licence de lettres débarquer en disant ce type sait pas faire de la science, quand j'ai vu un Enthoven la grandeur de gloire, je te rappelle récemment, c'est de montrer que il pouvait avoir 20 au bac de philosophie, tu vois. On est, on- C'est le mec qui a couché avec la copine de son propre c'est le père, je mec qui a crois. couché avec la femme de son propre père, absolument. Ouais, ça, c'est... Donc on est sur le gamin gâté insupportable qui doit toute sa carrière à papa et qui le trahit et qui aujourd'hui donc sa plus grande heure de gloire c'est d'avoir eu de faire une copie de bac de philo, tu vois. Moi je vais avoir 38 ans ce mois-ci, c'est la honte. J'ai enseigné à l'école centrale pendant 7 ans, j'ai encadré une vingtaine de thèses de master, j'ai encadré une thèse de pharma. C'est la honte, je veux dire, à aucun moment je viendrai me faire une copie de biologie pour montrer que j'ai 20, tu vois. Je veux dire, pardon, faut vraiment être à un niveau de connerie remarquable. Donc, quand j'ai vu des mecs comme ça dire que Raoult savait pas faire de la science, alors que eux n'auraient même pas pu comprendre le quart d'une des publics de Raoult, et accessoirement, Raoult, il en a fait des milliers. Ce qui lui a été reproché, parce que quand tu fais des milliers de publics, tu peux forcément en prendre une ou deux en défaut subjectivement, parce que ça n'a jamais été objectif, c'était toujours subjectif. Donc, oui, là, je me suis dit stop, on arrête. On sait bien que le mal progresse pas par les gens qui font le mal, mais par les gens de bien qui ne font rien. Bon, bah là, je me suis posé la question, Idriss, t'es quoi? T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de mal. Bon, un mec comme Raoult, tu sais qui c'est. Tu vois des terroristes intellectuels qui essaient de l'abattre. Bon, bah, tu sautes. Tu sais, c'est comme, tu vois un combat dans un bar. Il y a un pote à toi qui est en train de se faire tabasser à la baramine. Bon, il est bon, ce pote, hein, c'est pas, ça va, il a les épaules. Mais bon, il est en train de se faire tabasser à la baramine. Tu fais quoi? Bah, tu sautes dans la mêlée. Tu cherches même pas à comprendre, tu sautes dans la mêlée, t'es obligé, c'est ton ami. Tu peux pas, même si tu sais que tu vas prendre des coups, même si tu sais que tu auras des points de suture et les oreilles en chou-fleur, et les points de suture et les oreilles en chou-fleur, c'est le terrorisme intellectuel que j'ai vécu, de la censure sur YouTube, du harcèlement sur Wikipédia en long, en large, en travers. Enfin, le classique, quoi. Mais tu peux pas faire autrement. Tu pourras pas te regarder dans la glace si tu laisses ton pote se faire défoncer à la baramine à la sortie du bar. Donc, c'est ce que j'avais vu avec Didier. Après, bien sûr, quand j'ai vu les excès gravissimes, tu vois. Et là, aujourd'hui en France, tu as le CNRS qui commence à se rappeler qu'il fait de la science et qui vient de sortir un rapport en disant, ah quand même, les plages dynamiques en France, les rayons culottes fermés, les cafés assis, c'était pas scientifique, c'était juste une expérience d'obéissance collective. Tu vois, le CNRS écrit ça, mais 4 ans plus tard. 4 ans quand il fallait le dire dans le feu de l'action. Cependant que, encore cette année, tu as eu un taré comme Olivier Véran qui a dit j'ai tapé sur Google Gourou et Raoult et j'ai plein de résultats qui sont sortis. Tu vois, c'est ça sa conception de la science. C'est ça sa conception de la science. Donc, on a eu un niveau de corruption scientifique et académique sans précédent. Il fallait défendre les gens qui méritaient d'être défendus. Comme Perron, comme Raoult, comme Alexandra Orion-Caude, comme Marc Doyer, dont la femme est morte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la vache folle. Et on a des scientifiques très sérieux qui ont relié ça aux prion-like subdomains de la protéine spike, dont les pseudo-vaccins nous en faisaient fabriquer, puisque c'était ça fondamentalement, hein, l'injection d'ARN messager, c'était pour qu'on fabrique de la protéine spike. Et là aussi, bah, il fallait lancer l'alerte. Et aujourd'hui, on voit que les lanceurs d'alerte sont criminalisés dès que possible. En plus, tu as été courageux sur plein d'autres sujets et je dois dire que le courage, quand en plus il y a une alternative, est d'autant plus important et autant plus méritoire et tu fais preuve d'éthique et d'intégrité. Je vais te dire pourquoi. Tu as beaucoup travaillé en France. En France, un pays où on essaie souvent de faire valoir des gens issus de la diversité. Alors,
tu n'es pas tout à fait issu de la diversité, tu es italo-algérien. J'ai regardé ta fiche chez Wikipédia qui, effectivement, est gratinée plus que la mienne Ouais, encore. puis elle est mensongère au dernier degré, C'est c'est-à-dire que sûr. tout ce qui est positif est enlevé, tout ce qui est négatif est exagéré, déformé, transformé, etc. Ils ont même trouvé la plus vilaine photo Ouais, possible, ouais, comme bien moi, sûr. c'est la Et même chose. tu le vois, c'est vraiment, c'est voulu, quoi. Et Oui, mais du oui, coup, c'est magnifique. Faut surtout pas la changer parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est-à-dire que tu vois ils ont tellement atteint un niveau en réalité, bah, de terrorisme intellectuel, quoi, un niveau de harcèlement que, évidemment, maintenant, plus personne peut la prendre au sérieux, quoi. c'est sûr. Et donc, bon, bah, tu as des parents qui sont des gens intéressants, qui sont, je trouve, très, très bien. En tout cas de ce que je vois sur ce que j'ai pu regarder pour préparer cette émission. Et certainement, tu aurais pu jouer la carte, alors excusez-moi du terme, mais de l'arabe de service, Complètement. et tu aurais pu devenir ministre. Enfin, franchement, c'était la voie dans un pays comme la France, qui est aussi pourri, et d'un point de vue idéologique, à mon avis, tu aurais pu en profiter et te placer et te faire valoir en étant bien soumis au système, mais avec un peu d'ambition, monter, monter, monter. Et donc, face à cette alternative, qui est une voie royale, alors c'est une cage dorée, certes, mais c'est une voie royale, tu as choisi la résistance. Je tiens à faire savoir que tu as des formations, tu as plusieurs chaînes Scanderia, tu as ta La chaîne chaîne YouTube, je hein. YouTube, ouais. mettrai tout ça ci-dessous. Il y a un moment dans la vie, effectivement, bon anniversaire, 38 ans, tu n'es plus tout jeune, mais tu es encore jeune. Et il y a un moment dans la vie où on fait un choix entre dire je vais voler par mes propres ailes intellectuellement, éthiquement, moralement, ou voilà, être ambitieux et marcher sur les autres. Et tu as pris le bon choix, je crois. Comment ce choix, est-ce que ça s'est fait naturellement, c'est ton instinct, ou alors tu y as quand même un moment réfléchi et tu t'es dit non, je peux pas faire Alors, la tête du système. en 2017, je suis approché par l'équipe de campagne de Macron, j'ai encore les mails, qui me demandent donc un soutien. Et comme il y aura Cédric Villani et tout, bon, qui a été courageux par la suite, il a complètement craché sa carrière, alors que c'était un des hommes les plus en vue de la Macronie, justement pour auditionner les témoins des manquements à la pharmacovigilance pour le Covid, et aussi pour s'opposer à l'interdiction de l'école à la maison, parce que Cédric Villani est totalement pour l'école à la maison, et la France l'a interdite, de facto, ce qui est une atteinte aux libertés fondamentales, hein, ça pourrait se discuter, mais donc, en effet, à ce moment-là, voilà, en gros, on va avoir Villani à Berkane. Bon, ils ont eu Villani quelque temps, puis ensuite il a compris, et, il était sincère, hein, bon, et ensuite il a compris, et il a tout perdu, même son siège de député à 7 voix près, un truc comme ça, hein. Donc c'est vraiment, bon. Euh, et moi, en effet, oui, j'aurais pu, parce que quand tu vois que Sibeth Ndiaye a été, qui, comme chacun le sait, est un monument de l'intelligence, a été au gouvernement. Je me suis dit, bon, avec mes travaux sur le biomimétisme, les alternatives que je proposais avec l'économie de la connaissance, et puis en effet mon parcours, puisque bon, bah, j'avais coché toutes les cases, hein, donc j'ai fait l'université d'Orsay, maintenant Paris-Saclay, je suis rentré à Normal Sup, rue d'Ulm à Paris. J'ai été ensuite stagiaire 2 fois à Cambridge, en neurosciences. J'ai été chercheur invité au département de mathématiques de Stanford à 20 ans. Donc, mes détracteurs n'ont pas le quart de ce pédigré. Et puis derrière, j'ai passé 3 doctorats, dont un à l'Université de Strasbourg, un au Centre d'études diplomatiques et stratégiques et un à l'École polytechnique, qui entre-temps a tenté toutes les pires saloperies pour essayer de l'effacer, mais n'y est pas parvenu. Ce qui prouve bien que le truc était sérieux. Et j'ai enseigné à Centrale 7 ans, donc l'école Centrale Supélec, école d'ingénieurs en France. Et puis dans d'autres écoles, la Neoma Business School, etc. J'ai fait 2 fois la couverture du Point, où j'ai été éditorialiste pendant 7 ans. Et puis tout un tas d'autres fonctions dont je ne vais pas faire l'inventaire. Donc oui, en effet, il y avait moyen. Mais en effet, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a un truc qui... Enfin, moi, je voulais servir la France pour de vrai. Parce qu'en fait, si je veux jouer de ma généalogie, je suis français depuis 10 générations. Puisque ma mère est franco-italienne et du côté de la branche française de sa famille, c'est la branche Crégu, qui est une très très vieille famille d'Occitanie. Il y a pas mal de Crégu maintenant dans toute l'Occitanie, ça vient du latin croître, quoi, hein. Donc en italien crescere. Et de ce point de vue-là, donc, je suis français depuis au moins 10 générations, sans doute plus, parce que les Crégus, c'est jusqu'au Moyen Âge. Mais tout le reste, c'est en effet du métissage, donc kabyle, italien, etc.
Donc oui, avec ma gueule et mon nom, puisque mes parents ont décidé de me donner un nom qui n'était pas français, j'aurais pu jouer l'arabe de service comme certains autres avaient pu le faire, soit à leur insu, soit volontairement. Et en effet, j'ai refusé de le faire. D'abord parce que j'ai connu le racisme dans ma vie, mais à chaque fois, et ça c'est un des trucs qui fâche, il venait de la gauche. À chaque fois, les moments, les vrais moments racistes que j'ai connus, c'était pas des gens qu'on disait racistes, c'était parce que j'ai fait l'armée en France, puis en particulier j'ai fait la Royale, la marine, qui est, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la Royale, ça reste encore aujourd'hui un vivier de royalistes. Et même si on l'appelle la Royale parce que c'était la marine royale, mais concrètement, il y a vraiment, c'est peut-être la branche où il y a le plus de royalistes en France. Et j'en ai rencontré des royalistes, avec qui je suis ami, comme Bernard Lugan, qui est un royaliste déterminé, tu vois. Et tu vois, j'ai pas connu le racisme de ces gens-là, jamais, de près ou Mhm. de loin. Du racisme de Bernard Lugan, jamais, Bien sûr. jamais, inenvisageable. C'est le mec, t'es dans le respect clair, le franc-parler. Par contre, du vrai racisme dégueu et sale de la part de gens qui votaient à gauche, ça, j'en ai connu. Alors, on sait bien que c'est de la fausse gauche, c'est pas de la vraie gauche, mais qui aimait bien utiliser le terme, dire voilà, je suis progressiste et machin et ceci et cela, mais qui en fait auraient même pas voulu que je mangeais à leur table, quoi. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que ça change complètement la narration, quoi. C'est-à-dire que on t'a vendu un monde où il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, puis tu te rends compte qu'en fait, les méchants, ils sont plus gentils que tu le crois, et les gentils, putain, c'est... Là, tu fais, oh là là, quand même, vous appelez gentil après ce que vous faites, c'est quand même osé, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui a joué, c'est mon expérience personnelle, de me dire, en fait, ce que j'appelle aujourd'hui la PPP ou la 3P, la petite pensée parisienne, qui est le problème de la France, hein, qui te donne les gilets jaunes, qui te donne en ce moment la Nouvelle-Calédonie, qui te donne qui a donné clairement les confinements et les règles Covid débiles, qui a donné les tentatives de détruire Didier Raoult, parce que c'était des tentatives de le détruire, tu vois. Et on ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'aussi brillant fût Marseillais, tu vois. C'est aussi simple que ça, au bout d'un moment. Et il réseautait pas autant avec tous les grenouilleurs de Paris, qui savent très bien que pour leur carrière, c'est là que ça se passe. Donc voilà, je me suis dit, je pourrais pas. Je pourrais pas. Et donc, bah, je l'ai pas été. J'ai décidé, à l'époque, je me suis expatrié. J'ai vécu en Ukraine notamment, et où j'ai vu tous les camps. J'ai vraiment ça quand je vois ce que certains tarés de plateau à Paris disent, ça me fait rire parce que j'ai vu les camps nationalistes ukrainiens, j'ai vu les camps loyalistes, j'ai vu les camps neutres, j'ai vu l'immense majorité des classes moyennes ukrainiennes qui sont pauvres et qui voulaient absolument pas cette guerre et sur qui on l'a forcé. Et donc, ça m'a permis de voyager et d'être, comme le dirait mon ami Pierre-Yves Rougeron, riche en monde, et je ne le regrette pas. Alors, nous sommes en 2024 et comme toi, comme moi, tu as beaucoup voyagé et tu as vu les subtilités, les, les finesses qui existent et notamment aujourd'hui avec ces conflits qui sont bien éclatés déjà au Moyen-Orient, ou plutôt, enfin, ça dépend de la définition. Toi, j'aime bien cette définition que tu as de l'extrême Occident. Mm. On pourra en reparler. Euh, donc, on a ce conflit Israël-Gaza dont tu as fait des analyses très optimiste à mon avis dans l'éboutissement, mais réaliste dans la réalité, dans leur état actuel. J'ai trouvé que tu étais fort équilibré, ce qui m'a beaucoup plu parce que moi je connais bien Israël surtout, mais je connais aussi les autres pays arabes. Je connais pas très bien la Palestine, j'ai jamais mis les pieds à Gaza, mais en revanche, je connais un petit peu des Palestiniens à travers le Moyen-Orient et les États-Unis. Et c'est un univers complexe de gens qui mériteraient de travailler ensemble et d'utiliser leur grande intelligence commune au lieu de se foutre dessus, de se foutre sur la gueule, pour des raisons historiques qui sont, je ne sais pas, moi j'allais dire bien connues, mais pas sûr. Et en tout cas, un autre conflit en Ukraine, pays, et Russie, pays en revanche que je connais aussi très bien, et peut-être bientôt en Chine, entre la Chine et les États-Unis empire d'extrême occident mourant, mais qui, comme tout animal blessé, est prêt à mordre. Comment tu vois le monde en 2024 et quels sont tes... Alors, on n'est pas prophète ni des pronostiqueurs, mais comment tu vois l'avenir proche par rapport à ton analyse d'aujourd'hui? Bah, tu vois, j'avais tenté une vidéo
un peu controversé dans le camp souverainiste, que je continue à représenter, et qui est vraiment mon camp, quoi, où j'avais dit il faut réhabiliter des SK. Et je l'avais dit parce que, en effet, avant, bon, c'était quand même un européiste, puis tout l'appareil du Parti socialiste français qui est vraiment d'une corruption achevée. Et puis, il a tenté un truc. Alors, ses intentions étaient telles qu'il se sentait invincible, j'en sais rien, tu vois. Mais il a tenté un truc, il a dit, en 2010, enfin, au début des années 2010, fin 2000, début 2010, il a dit, il faut dédollariser l'économie mondiale. Parce que c'est, tu vois, même qu'il y a quand même un type atlantiste. Voilà, bon, mais il est atlantiste, le mec. Il dit, il faut dédollariser l'économie mondiale, pas parce que je vous aime pas, je vous adore, mais parce que si vous le faites pas, ça va péter. C'est- On peut pas juste péter le thermomètre et dire on continue à faire que toutes les matières premières soient étiquetées en dollars, soient vendues en dollars, parce que le dollar est devenu quand même un coupon de souveraineté. Je veux dire, si tu es un État souverain, tu as besoin de dollars dans tes caisses. C'est un truc de fou. Je veux dire, c'est un permis de souveraineté. Tu peux pas être souverain si tu n'as pas de dollars. Tu veux être un État souverain avec un drapeau, un hymne national, et donc ta capacité à acheter tes propres matières premières si nécessaire. Et Dieu sait qu'aucun pays n'a toutes les matières premières qu'il veut. Même la Russie doit acheter des matières premières. Tu vois, à commencer par du café, par exemple, qu'elle consomme en grande quantité. Et donc, bon, tu veux acheter des matières premières, pas de problème, il te faut des dollars. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. N'importe qui peut voir que c'est dégueulasse. De Gaulle avait vu que c'était dégueulasse. Et DSK a dit, bon, soit on commence lentement maintenant. On fait un atterrissage en douceur, le fameux soft landing. Et vous allez rester l'Imperium Mundi, pas de problème. C'est juste que il y aura une petite concession à ce rapport de force qui est réel, qui est que les BRICS sont en train de devenir de vraies puissances économiques, même s'ils ne forment pas un bloc en effet cohérent, mais c'est une puissance économique qui a souvent des intérêts convergents face à l'Imperium Mundi américain. Et bien là, on le flingue direct. Affaire Nafissatou Diallo, sachant que toutes les vraies affaires où il risquait, le Carlton, l'affaire Tristan Bannon, puis le Carlton, c'est une affaire de corruption surtout, hein, donc, qui impliquait Martine Aubry aussi. Donc on est sur des choses plus graves. Et tellement grave d'ailleurs que le patron d'Eiffage à l'époque, qui s'appelait Pierre Berger, rien à voir avec l'autre de sinistre mémoire, mais le patron d'Eiffage avait mené une enquête parce que Eiffage était une société impliquée dans ce scandale et au final avait annoncé qu'il la publierait, mais au final ne l'a pas publié. Donc ça te prouve que des personnalités politiques. Et il est mort, accessoirement. Il est mort. Voilà. Dans son lit, d'une crise cardiaque à 40 ans, c'est la vie. Paix à son âme, c'était un très grand monsieur, monsieur Pierre Berger d'Eiffage. Mais là aussi, c'est assez suspect. Mais il avait des dossiers, donc notamment sur l'affaire du Carlton, sur le trafic d'influence à Lille, et puis aussi sur un truc plus grave qui est la nouvelle route du littoral à La Réunion, un contrat à plus de 2 milliards pour 12 pauvres kilomètres, dans lesquels Eiffage avait été écarté. Donc il n'y avait que Vinci et Bouygues, et il comptait parler de quelles conditions avaient présidé à cet écartement d'Eiffage, qui aurait pu intéresser l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, mais je ferme cette parenthèse. Donc, voilà, je vais reprendre le point de faut réhabiliter DSK dans le sens où le mec il est mort pour une des. Bon, je suis pas Dieu, je suis pas omniscient, je ne peux pas juger les cœurs et les reins, mais de l'extérieur en tant que citoyen français, une des rares choses bonnes qu'il ait faites dans sa vie, c'était de vouloir dédollariser l'économie mondiale. Et là, il s'est fait buter. Or, mon analyse maintenant, c'est que bah, il avait parfaitement raison, puisqu'aujourd'hui, les BRICS veulent créer leur propre monnaie, puisque la Chine est devenue le FMI numéro 2, ce justement sur quoi Strauss-Kahn mettait en garde. Il disait, mais regardez ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas plus con qu'un autre, il était même plutôt intelligent. Si jamais, alors bien sûr, il était keynésien et tout, c'est un autre aspect, et atlantiste, deux choses que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, mais parce que j'ai rien contre les États-Unis, mais la France doit rester souveraine. Et clairement, il avait vu que la Chine allait devenir le FMI numéro 2, ce qu'elle est devenue. On l'a vu pour la Grèce, on l'a vu pour l'Afrique, on l'a vu pour le Sri Lanka. Donc, son analyse, en fait, était tout à fait la bonne. Et aujourd'hui, on voit ce rapport de force entre donc, un empire déclinant, l'empire d'extrême Occident, avec des peuples fédérés, un empire qui dit d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, à l'heure où on enregistre, l'Europe doit se battre en Ukraine, pas l'OTAN. Pas l'OTAN. C'est ce qu'a dit Foreign Affairs, hein, donc l'organe de presse du Pentagone pour simplifier, a dit voilà, c'est l'Europe, mais pas l'OTAN qui doit envoyer des troupes en Ukraine. Parce que
on a affaibli nos peuples fédérés, là, bon, nos beaches, hein, pour parler techniquement, parce que c'est ça que ça veut dire. Bon, donc nos beaches ont été affaiblis. L'Ukraine a perdu 600 000 hommes. Alors, soit, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à Alexandre Robert, c'est le meilleur expert là-dessus, mais Alexandre Robert dit c'est 600 000 morts et blessés. Scott Ritter et McGregor, le colonel McGregor, disent non, c'est 600 000 morts. Bon, les uns disent que c'est en analysant les nécrologies sur YouTube, sur Facebook et les cimetières par satellite. Alexandre Robert a d'autres sources, mais bon, même si c'est 600 000 morts et blessés, ça picote pour une nation quand même. Et son économie ravagée. Et maintenant, il est complètement révélé par Der Spiegel que oui, ça avait été annoncé comme une théorie du complot, bien sûr, évidemment, parce que le journalisme est complotiste aujourd'hui. Oui, Der Spiegel a confirmé que Zelensky était prêt à négocier après 2 mois de guerre, d'opération spéciale, donc vous pouvez vraiment le dire à ce moment-là, et que Boris Johnson lui en a interdit. Ce qui est quand même une trahison, mais gravissime, parce que son pays n'était pas prêt à une guerre contre la deuxième puissance militaire du monde. C'est clair. Aucun pays ne l'est, même les États-Unis ne sont pas prêts à une guerre contre la Russie, fondamentalement. On a pendu des gens après Nuremberg pour moins que ça, Et hein. carrément, carrément. Et c'est de la haute trahison. Alors maintenant, il était sous l'effet, en effet, de certains stimulants senteurs des Andes, comme dirait Pierre-Yves. Et il y a aussi le fait qu'il n'avait pas trop le choix, puisque c'était l'OTAN qui, de toute façon, dirigeait la baraque, et que si jamais il tentait le souverainisme, bah, on lui aurait rappelé que non, il n'a pas été mis là à partir d'un scénario très marrant de télé-réalité, parce que c'était une série. Enfin, il y avait une série Serviteur du peuple qui a été créée pour le faire monter, et ensuite, les électeurs ukrainiens ont eu la divine surprise de voir la série se réaliser factuellement sous leurs yeux, puisque dans cette série, c'est un professeur qui devient président et qui sert le peuple, comme le nom de la série. Et là, bah, c'est lui qui est devenu le président après avoir été dans cette série. Donc c'était magnifique. Cousu de fil blanc, mais magnifique. Avec C'est une comme ces, carrière. euh, c'est comme ces entraînements d'antiterrorisme qui se font le jour où l'attentat terroriste du même Voilà. type arrive. Mais oui, C'est tout à fait. fantastique. T'es là, bah tiens, ça alors, dis donc, comme de par hasard, le hasard. Et donc, il a été complètement révélé par des médias tranquilles, à savoir Der Spiegel, que bah oui, en effet, ce que disaient les complotistes était vrai, comme d'ailleurs pour le Nord Stream. Quand les complotistes ont dit, bah oui, c'est la CIA, ça saute aux yeux, le mobile est là, les moyens sont là, bon, eh ben, il a fallu attendre des mois avant que Seymour Hersh révèle, qui est un des plus grands journalistes d'investigation au monde, révèle que bah oui, c'était tout à fait exact, c'était la CIA, les Russes sont pas cons au point de détruire leur propre pipeline alors qu'ils peuvent le couper à tout moment. Et donc, ça nous renvoie vers le fait que l'Europe est devenue la bitch des États-Unis. Bon. Et de ce point de vue-là, bah, on a Foreign Affairs qui parachève tout ça en disant maintenant, vous allez devoir crever pour l'Ukraine. Donc en France, on a eu une rhétorique guerrière. On a eu dans les médias seriez-vous prêts à vous battre en Ukraine? Faut-il envoyer des troupes? Le port de l'uniforme à l'école. On n'est jamais trop prudent, parce qu'il suffit de 5 ans, hein. Tu prends une génération qui a porté le masque à l'école, et puis qui a connu des trucs, mais de fou, hein. Quand le CNRS en France admet enfin, donc le Centre national de la recherche scientifique, admet enfin que c'était bien une expérience d'obéissance à l'échelle d'une nation, ce qui fait froid dans le dos hein, quand on y réfléchit bien. Eh bien, moi, j'ai vu des cas très précis. J'avais des amis qui sont maintenant au Mexique, tellement ils en ont eu marre. Leur fille avait été suspendue une journée à l'école primaire pour avoir refusé de porter le masque. Or, il se trouve que, par commodité, la cour de récréation de son école était mitoyenne du jardin de la maison. Donc, depuis son jour de suspension, elle parlait aux enfants depuis son jardin dans la cour de récré. Vlatipa, qui a la maîtresse qui arrive, qui lui dit, si tu veux parler à tes copines, mets ton masque. Elle est dans son propre jardin. Elle est chez elle. D'accord? Tu as une matrixée, un PNJ, un personnage non joueur, tu sais, ça veut dire qu'il y a pas d'intelligence humaine derrière, quoi. Il n'y a que le programme du jeu vidéo, quoi. Tu as un PNJ qui vient la voir, qui lui dit si tu veux parler à tes amis, mets le masque. Dont on sait aujourd'hui
qu'il a eu aucun impact particulier sur la crise sanitaire. Moi, j'étais tout à fait pour au tout début, tout début, qu'on se masquage. Je l'ai expliqué selon les principes de Nassim Nicolas Taleb. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on disait que ça servait à rien. C'est pile Mhm. poil à ce moment-là qu'on avait Sibeth Ndiaye qui nous disait je sais pas le mettre et il n'y a que les médecins qui doivent le mettre. Et voilà. Donc quand il était éventuellement utile, on disait qu'il servait à rien. Quand il était complètement confirmé inutile, là par contre il fallait le porter dans la rue et à l'école et parfois même faire son sport avec. Donc mon analyse du monde, tu vois, c'est ça. Les BRICS sont en train en effet d'affaiblir l'extrême occident qui est en train de mourir intellectuellement, idéologiquement, enfin, on le voit, quoi, hein. Je veux dire, c'est quand même, aujourd'hui, tu as des castrations massives d'enfants au Canada, Mhm. volontaires. Tu peux, au Canada, retirer un fils à son père et le faire castrer à 13 ans. Et si son père s'y oppose, c'est un crime de haine. C'est-à-dire que Mhm. c'est indiscernable de porter une cagoule du Ku Klux Klan. C'est un hate crime, donc c'est comparable à brûler des croix en Alabama. Voilà. T'es juste un papa qui dit non, je vais peut-être attendre la majorité de mon fils pour voir si une transition est envisageable, sait-on jamais, tu vois. Et non, 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 si tu déclares ça, c'est du hate crime. Pareil si tu mets genre un serveur au Starbucks, un barista ou une barista au Starbucks, tu la mets genre, bon, Tu peux quand et même l'appeler You fucker, bring me the coffee. voilà, ça va, ouais, tu Ça, fais c'est ça à la neutre. limite, ça sera neutre, hein. Mais bon, donc l'Occident est en train de partir en sucette complète. On le voit. Et puis, bon, on le voit même avec sa démographie. Alors, certes, l'Extrême-Orient a des problèmes aussi, le Japon, la Corée du Sud, etc. Mais la démographie en Extrême-Occident, elle est très mauvaise. Tu vois, en Italie, je crois qu'on est à 1,2, un truc comme ça. Donc, l'Italie se dépeuple et c'est pour ça qu'elle est en train d'avoir des maisons à 1 euro. Et on a une vraie crise, quoi. Et malheureusement, elle est inévitable maintenant. Comment on s'en sort selon toi? Bah, il faudrait du bon sens. Il faudrait, tu vois, beaucoup te diraient, mais là, alors tu sais que j'ai été accusé d'être un espion chinois, un espion J'espère qu'il russe. paye bien. En Les fait, Russes, ils m'ont toujours pas payé, hein, donc moi non plus, j'attends encore, mais bon, les Chinois payent mieux, je te confirme. Donc, j'ai été accusé d'être un espion chinois, un espion russe, un espion marocain, un espion algérien, un espion, bien sûr, du Mossad, un espion de la CIA et un espion français. Bah oui, j'oubliais. De toute façon, vu que j'ai fait l'armée, que je suis officier de réserve, donc je suis un espion français. Donc là, je vais prendre ma casquette d'espion russe, ok? Et je vais donc te dire que la solution, c'est ce que fait la Russie. Les valeurs familiales. Mais après, les pays scandinaves s'en sortent pas mal. C'est juste que des fois, ils partent aussi en délire complet à plein d'égards sur leur politique migratoire, sur le wokisme, sur plein de choses. Ils ont, enfin, tu le vois bien, la Suède, bon, tu sais, je parle pas mal de la question migratoire dans mes travaux. J'aurais voulu écrire un livre là-dessus que j'aurais appelé Le phare et le fort, où j'explique que pour qu'une nation ait une politique migratoire, il lui faut deux éléments. C'est comme ce que disait Theodore Roosevelt, marche lentement, mais emporte un gros bâton. Et ben là, en l'occurrence, pour avoir une politique migratoire, c'est impossible depuis 5000 ans, depuis l'âge de bronze, si tu veux, hein. Ce n'est pas possible d'avoir, parce que les migrations existaient à l'âge de bronze. Et, bien Dieu sûr. sait, c'est même elles qui ont mis fin à l'âge de bronze, puisque c'est les peuples de la mer qui viennent ravager les empires. Bon, il y a d'autres Tout à fait. raisons, mais, Tout à mais, fait. mais c'est, voilà, ces grands flux migratoires créent l'effondrement, enfin, provoquent et accélèrent l'effondrement de l'âge de bronze. Donc les migrations, c'est pas un truc nouveau. Mais pour avoir une politique migratoire, il faut un phare et un fort. Le phare, c'est comment devient-on X, comment devient-on membre du pays. Il faut que ça soit clair, il faut que ce soit limpide. Bon, les Américains, Pierre-Yves Rougeron l'explique très bien. Il dit voilà, si tu veux devenir chinois, tu as quand même 5000 ans de culture à digérer, c'est compliqué. Là, devenir américain, c'est facile. Et malgré le fait que ce soit facile, les démocrates ont réussi à rendre ça, à le brader encore plus, alors que c'était déjà très facile. Mais les démocrates ont dit, mais non, c'est encore trop dur. Tu vois, devenir américain, c'était une des nationalités les plus faciles à acquérir, fondamentalement. Sur le plan culturel, etc., c'était une des nationalités les plus faciles. Alors que toi, tu es suisse, tu le sais mieux que moi. Si jamais tu veux devenir suisse dans le canton de Vaud, tu dois quand même réciter la recette du papet vaudois. Bon, Que je connais très bien. que tu connais très bien. Faudra que tu me la donnes. Bah oui. Donc, il y avait quand même des petits détails comme ça. Bon, à l'époque, c'est vrai que les États-Unis, il y avait un peu plus de respect que ça. Par exemple, quand Kurt Gödel, et il faut voir, Kurt Gödel et Albert Einstein, on les a fait chier pour devenir américains, alors que c'était les mecs les plus intelligents du monde.
Et aujourd'hui, bon, tu as la crise migratoire massive associée au cartel mexicain, etc. Et quand Gödel est devenu américain, il avait trouvé des incohérences dans la Constitution américaine. Plus grand logicien du monde, spécialiste des incohérences. Il trouve deux incohérences dans la Constitution américaine. Il lui dit, c'est bon, t'as étudié le truc apparemment, tu vois. T'es devenu constitutionnaliste en 5 jours, c'est bon. Donc il faut un phare et un fort. Le phare, c'est la limpidité de comment je deviens citoyen. Quel est le deal? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, t'es citoyen. Bon, évidemment, aux États-Unis, ça tourne autour de l'argent, je le sais. Tu crées des emplois, t'es entrepreneur, ok. Et bien sûr, le fort, c'est si jamais tu n'es pas au clair avec les valeurs, avec le phare, tu vas pas rentrer, bonhomme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et les valeurs, nous, le contrat, c'est qu'on les donne clairement. On te dit clairement ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire pour devenir citoyen du pays, quelles sont nos valeurs, quels sont nos fonctionnements, quelles sont nos lois. Et le fort, c'est si jamais tu n'es pas au clair avec ça, il y a une énorme forteresse en étoile pour t'arrêter. Bon, bah, les States, au début, c'était ça. Le phare, la Statue de la Liberté. Le fort, Ellis Island. Bon, en France, on n'a ni l'un ni l'autre. Avant, tu avais Alexandrie. Alexandrie, pareil, tu avais un phare et un fort, Mhm. clairement. Et ça illustrait par. Et puis Alexandrie, c'était le New York de l'Antiquité, tu vois. Tout Tu à avais fait. tout. C'est pas pour rien que la Septante a été écrite là-bas. C'est vraiment. C'était. Et d'ailleurs, les Romains étaient fous d'Alexandrie parce que Mhm. pour eux, c'était la ville parfaite. Rome était une ville bordélique, tu sais, qu'on n'a jamais pu faire de plan de Rome. Même sous Auguste, même après Néron, même sous Vespasien, on n'arrive pas à faire de plan de Rome, alors qu'il y a eu l'incendie, on aurait pu. Rome, c'était le bordel. Et d'ailleurs, les Romains, quand ils créaient des villes nouvelles, ils les modelaient sur Alexandrie, pas sur Rome. C'était le plan en Tout à carré, fait. à angle droit comme Alexandrie. Donc, Alexandrie déjà avait cette question-là parce que c'était, de par sa géographie, un lieu de rencontre de tout un tas de peuplades. Et donc, elle avait une pression migratoire colossale qu'elle a su harmoniser par un phare, un fort. Voilà ce que c'est que d'être d'Alexandrie. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas jarter. Bon, bah, la France a ni l'un ni l'autre. La Suède a ni l'un ni l'autre. Les Russes, on doit oublier qu'ils ont les deux. Beaucoup de gens se disent, bah non, ils n'ont pas de phare. Faux. Faux de chez faux. Bien sûr, ils avaient un phare du temps de l'Union soviétique, ça va de soi. Bon, mais celui qu'ils ont maintenant est encore plus puissant. Et c'est marrant, ça, de ce point de vue-là, parce que c'est la protection de certaines valeurs qui sont normalement traditionnellement occidentales, d'ailleurs, hein, et qui Mhm. sont considérées aujourd'hui comme prétendument d'extrême droite. C'est-à-dire, tu parles de famille, tu parles, regarde, Disney aujourd'hui, comment ils crachent sur la famille, c'est fou. Enfin, je veux dire, la totalité de leur fortune vient de la famille. Disney ne serait pas une boîte multimilliardaire s'il n'y avait pas les familles américaines et les familles du monde entier. Et regarde comment ils détruisent les valeurs familiales, comment ils leur chient dessus. Ils ont réussi à flinguer Pixar, ils ont réussi à flinguer Star Wars avec leurs conneries. Et c'est même pas moi qui le dis, tu as même South Park, qui pourtant, South Park, c'est de gauche, faut se calmer, hein. South Park, c'est vraiment Bien sûr. un dessin animé de gauche. De gauche hardcore, pipi caca, machin, mais de gauche quand même. Mais même South Park dit Kathleen Kennedy, avec son wokisme à la con, a détruit Star Wars et des autres franchises. Pourquoi? Parce que faut arrêter, le wokisme n'est pas de gauche, en fait. Le Donc, ce wokisme que est tu es en train de dire, complètement. c'est que la Russie est pas prête de gagner l'Eurovision de sitôt. Bah non, de toute façon, tu as vu qu'ils en ont été interdits définitivement. Alors, l'Eurovision, ça m'a toujours fait marrer parce que je rappelle que j'ai pris des attaques colossales parce que j'ai enquêté sur l'affaire des pédophiles de la RTS, qui est un dossier majeur sur lequel tu as eu des nettoyeurs, des gens qui ont été là pour l'effacer. Je ne vais pas en parler trop parce que la vidéo que j'ai faite avec Carl Zero sur le sujet a été censurée de YouTube. Alors, les abrutis, ils n'ont pas compris qu'il suffisait de la reposter sur X, ce qui fut fait promptement. Mais bon, c'est la bêtise, ça. Et pourquoi je te parle de ça pour l'Eurovision? Parce que le patron de l'Eurovision Lausanne, dans les années donc 80 ou 90, je sais plus. Ça devait être il faut vérifier, ça devait être année 90, 90. Le patron de l'Eurovision Lausanne, qui était un haut cadre de la RTS, s'appelait Raymond Zumsteg. Mhm. Il a violé sa fille pendant des années. Mhm. Il a plongé pour pédophilie. Donc, ça me fait toujours rigoler. Alors, je pourrais te parler du patron du service jeunesse de la RTS qui a été condamné pour pédophilie. Je pourrais te parler de tout un tas d'autres personnes joyeuses. Le côté vraiment fun pour l'audience suisse, si tu veux, c'est que Le Temps, journal qui pense être de référence, a fait un dossier sur l'affaire Darius Rochebin. Tu le sais, l'affaire Darius Rochebin, les harcèlements sexuels à la RTS. Alors qu'en fait, il n'y avait rien dans le dossier. Darius Rochebin, c'était juste un lourdeau, si tu veux. Bon, il a fait des conneries. Apparemment, selon des témoins, ça a pas été, de toute façon, il n'y a pas eu d'enquête et de mise en examen, mais selon des témoins, il aurait demandé à des stagiaires
le nombre d'activités sexuelles solitaires qu'ils avaient par jour. Bon, ce qui est déplacé et ce qui est pas bien, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, derrière, tu as le temps qu'en fait, parce que Rochebin, voilà, bon, qu'en fait des articles et des articles, alors que derrière, tu as l'affaire des pédos de la RTS, 25 ans de réseau pédocriminel organisé, Euh, protégé, structuré par des mecs de haut niveau à la RTS avec l'argent du contribuable suisse. ouais, rigolez pas, c'est avec mon argent. Voilà, rigolez pas, c'est ton argent. Et le temps n'en parle surtout pas. Le temps qui est un organe de presse PLR accessoirement, mais bon, je vais pas tirer sur les ambulances. Donc, oui, oui, quand tu parles de l'Eurovision et de la Russie, ça me fait marrer parce que c'est exactement comme quand la RTS a décidé, tu sais, de boycotter Depardieu. Je fais, mais oh les gars, moi qui est tout perdu pour avoir enquêté sur les pédos de la RTS, c'est l'affaire qui m'a coûté le plus cher. Devant Hmm. Pfizer, mec, hein, parce que les attaques de Pfizer, oui, ça m'a valu des attaques dans Wikipédia. Mais enquêter sur les pédos de la RTS, c'est un cran au-dessus. Ils m'ont détruit, si tu veux. Et vraiment, je fais, mais attendez, moi je connais le dossier par cœur. Vous vous dites on boycotte GG parce que c'est un gros dégueulasse, et c'est un gros dégueulasse, il n'y a pas de problème. Mais vous avez commis de la pédocriminalité en bande organisée pendant 25 ans, en vous couvrant, en embauchant des nettoyeurs pour cacher l'affaire. Mhm. Et je pourrais t'en parler des heures, hein, mais hein, c'est encore trop chaud et je vais préparer des interviews pour des grands médias pour ça parce que c'est un dossier vraiment qui est abominable et les Suisses ont vraiment le droit de savoir. Et ben, d'un côté, tu as l'RTS qui interdit GG, qui dit allez, on déprogramme, nous, pas de ça chez nous, tu vois. GG Depardieu, c'est dégueulasse, on va pas, on déprogramme tous ces films. Et là, je fais, mais c'est quand est-ce que vous vous déprogrammez, vous? Avec tout ce que vous avez fait, toutes vos victimes, à quel moment vous vous déprogrammez, vous, bande de salopards? Et donc voilà, quand tu parles de l'Eurovision, moi, mon sang ne fait qu'un tour parce que le patron de l'Eurovision à Lausanne était un pédocriminel endurci qui protégeait un réseau au sein de la RTS et qui est tombé et qui est Mhm. condamné. Et Mhm. pour lequel tu ne verras plus aucun article. Moi, ce sont des Suisses qui m'ont envoyé des photocopies de coupures de presse qui sont allés chercher aux bibliothèques parce que sur Internet, tu ne verras plus rien sur Raymond Zumsteg. D'ailleurs, Mhm. moi, je n'ai même pas trouvé sa photo. Le, le phare et Le le phare et fort. le bâton, le phare et le fort. C'était quand parle doucement, mais Voilà, mais porte un gros bâton. C'est qu'il c'est une était règle de boxeur. vie, c'est une règle de vie générale, hein, Ouais. pour tout le monde. Ce phare et ça, en fait, là où nous avons un point, non pas de divergence, mais peut-être d'approche pragmatique, c'est que, et c'est très agréable en fait de t'écouter lorsque tu présentes des solutions aux problèmes du monde, finalement avec beaucoup de mesures. Par exemple, récemment, tu disais très justement, tu avais finalement critiqué l'AIPAC aux États-Unis, qui est un lobby pro-israélien, mais qui en fait ne fait pas l'intérêt d'Israël. Et Ah, ça, j'ai pas du trouvé tout. que Ouais. tu es un des rares à avoir compris ça et en Ah, parler. Parce merci. que moi qui ne suis pas anti-israélien du tout, au contraire, on me reproche souvent d'être pro-israélien. En fait, c'est justement les gens qui sont trop pro-israéliens qui sont anti-israéliens. Ah non, mais l'AIPAC, si les Ouais, Israéliens, pas que ceux de gauche, parce que tu sais que la gauche israélienne, c'est compliqué maintenant, elle a presque compliqué. disparu. Le, Ouais. le seul, le seul Ouais. truc qui reste de la gauche israélienne, c'est Haaretz. Mais les Il faut Israéliens, lire, qu'il faut lire. bah, bien sûr, mais les Israéliens mobilisables. Forcément, ils ont une opinion différente de l'IPAC parce que pour eux, ça reste des planqués. Si tu veux. C'est sûr. On va rester à C'est cette sûr. base C'est sûr. absolue. C'est pour eux, c'est des mecs très bien qui ont, comme j'aime beaucoup dire, le proverbe marseillais des paroles verbales, mais c'est des planqués. Hmm. Donc, tu vois souvent, en effet, que les planqués ont une rhétorique beaucoup plus extrême. Car ça n'enlève pas des choses qui ont été dites et qui sont rapportées donc, à la Cour de justice internationale. Mais d'une façon générale, les planqués ont des paroles beaucoup plus extrêmes pour se faire pardonner d'être des planqués, en fait. Et Inconsciemment, en tout cas, c'est sûr. absolument. Et en fait, l'AIPAC est devenu un État dans l'État Ouais. au sein même de la politique israélienne. C'est-à-dire que c'est un peu comme, tu sais, en France, dans la politique française, tu avais le contrôle des caisses noires. Donc, tu avais la caisse noire du RPR qui était dans la double comptabilité d'Elf-Aquitaine, c'était connu, et tu Hmm. as eu des caisses noires du PS, notamment en lien avec l'établissement français du sang. Hmm. Et c'est pour ça que l'affaire du sang contaminé a été si bâclée en termes d'enquête, parce que tu avais des liens, tu sais, l'établissement français du sang dans les années 80, c'était quand même il n'y a pas de facture, hein. C'est des dons, les poches sont vendues, il n'y a pas de facture, bon, tu peux faire des choses avec. Et avant, donc, quand tu voulais prendre le pouvoir, tu devais t'emparer du trésor de guerre du parti. Et en fait,
L'AIPAC maintenant est un trésor de guerre, en particulier pour le Likoud, mais pas que. Mais un politicien qui contrôle l'AIPAC, il peut contrôler les élections en Israël. En Israël. Normalement, l'AIPAC, il est censé avoir rien à dire des élections. Il est C'est censé ça. obéir, il est censé faire comme ça et influencer la politique américaine, mais selon qui est le boss en Israël. Bah, pas du tout. Qui est son droit. Et moi, je répète toujours, les lobbies C'est les sont lobbies. légaux aux C'est quoi aux États-Unis. États-unis, Et bien tout sûr. à fait open, quoi. Bah, On et le peut ne truc, pas c'est les apprécier, mais c'est. c'est qu'il y en a qui se sont pas assez bien organisés, en effet, et qu'auraient dû et qui s'en rendent compte aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'AIPAC peut confisquer les élections en Israël. Et que Netanyahou le sait, puisqu'il est américain. On oublie. Netanyahou, il a grandi aux États-Unis. Il se faisait appeler Ben Nitai. C'est une histoire de dingue, hein. Il a grandi aux États-Unis parce que son père considérait qu'Israël était trop à gauche. Ouais, Donc, c'était un pote à Mussolini. c'est ça, Il était littéralement. l'assistant de Jabotinsky, bien sûr. Littéralement, l'assistant de Jabotinsky, et qui était. Assistant, c'est pas quelqu'un qui faisait du café à cette Voilà, époque-là. c'est ça, exactement. C'est C'était. quelqu'un qui préparait les explosifs, qui Voilà, et il chargeait y les avait des. munitions et tout ça, hein. En effet, c'était pas Jacques Vabre, c'était pas du café instantané. Il y avait d'autres recettes de cuisine dans la famille. Ouais. Et puis d'ailleurs, il a créé un institut Jabotinsky et tout. Donc c'est vraiment. Donc au début, si tu veux, Netanyahou, il fait sa base politique aux States. Et ça fait que c'est de très loin le politicien israélien en lequel l'AIPAC a le plus confiance et qui a le plus gros réseau Ah vis-à-vis de ouais, l'AIPAC. c'est un personnage, hein, c'est quelqu'un. Ce que je voulais dire par là, c'est que, par exemple, sur Gaza, tu avais fait une vidéo que j'ai trouvée admirable, euh, mais avec laquelle je suis pas d'accord, mais tu vois pourquoi. C'est pas sur Non, mais il n'y a pas de souci. On pas est là sur pour le fond, discuter. c'est Ouais. sûr. En fait, tu expliquais que Gaza aurait pu, et pourrait encore devenir, au lieu d'être écrasé sous les bombes et au lieu d'abriter un Hamas qui, en fait, de fait, indestructible, puisqu'il Bah, a des ramifications partout. merci de le dire. Le Hamas est Non, mais et indestructible. c'est complètement idiot de vouloir l'abattre par un tapis de bombe qui essentiellement tue des civils et qui Absolument. donc c'est contre-productif. On le sait, dans l'anti-guérilla, on le connaît depuis les années 50 C'est avec ça. la La lutte guerre d'Algérie, le contre, Vietnam, ouais, voilà, tout à fait. et Malaisie, etc. Euh, on pourrait transformer ça dans un Saint-Tropez, dans un Sharm el-Sheikh, dans un truc, dans un Monaco, comme on aurait pu le faire. On pourrait encore le faire avec le Liban, comme on pourrait le faire avec plein d'endroits, en plus avec une belle vue sur la mer, etc. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Des faucons Yaka, fussent-ils construits intellectuellement, intelligemment, comme tu sais le présenter et tu sais le faire. Mais là où nous avons une divergence, et ce sera mes questions suivantes, c'est que connaissant les gens qui sont aux commandes, ça se fera pas, ça va être la merde. Non, mais c'est vrai. Ouais, Et bien sûr. ça va se viander de plus en plus. Et cet extrême Occident que tu critiques si justement, comme moi depuis de nombreuses années, moi, c'est depuis la guerre avec l'Irak que j'ai compris que les États-Unis allaient se viander parce que Hmm. Emmanuel Todd aussi, il en Tout avait à parlé en fait, ouais. Le 2002 avec déclin de 100 l'Empire livres américain. Ouais. Hmm. après l'Empire. Hmm. Euh, Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut analyser à juste titre, et tu le fais très bien, comment on pourrait sauver les meubles, comment on pourrait faire un monde meilleur, et peut-être c'est peut-être on peut en parler, c'est ton approche un peu soufiste, ton approche peut-être plus spirituelle. Moi qui suis un ultra et peut-être excessivement pragmatique, moi je me dis, les probabilités sont que ça va se viander parce qu'ils ne sont pas capables de gérer un truc comme ça. Joseph Tainter en a dit, les sociétés hyper complexes, elles ont tendance à partir en entropie, elles ont tendance à se viander. Est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, c'est très bien d'espérer et de parler du meilleur, mais qu'en fait, il faut vraiment se préparer au pire? Alors en fait, tu vois, on n'est même pas en désaccord parce que ça, ce que j'ai présenté, c'était un peu l'effet abracadabra, c'est-à-dire les choses Hmm. vont se créer à mesure que je les prononce. Et donc, à force d'incanter, à force de répéter, ça peut devenir I have a dream. Hmm. Donc, en réalité, je suis complètement conscient, en effet, de tout ce que tu décris et du fait que là, c'était davantage de la rhétorique. Je voulais présenter une roadmap, présenter, parce que je suis quand même, par la force des choses, je suis quand même amené à parler beaucoup de mauvaises nouvelles sur ma chaîne, ça me gonfle. Et j'aimerais parler davantage d'utopie, de choses positives. Ensuite, tu as eu des moments de l'histoire où des trucs positifs sont nés. Tu prends la paix irlandaise, par exemple. Le processus de paix irlandais, il est sorti de nulle part.
on avait un passif qui était très lourd quand même. L'IRA avait fait juste sauter le père spirituel Du du Note prince d'Édimbourg, ouais. Philippe. Tu vois, voilà, donc Le prince Philippe, ouais. on était quand même un tout petit peu dans un passif de très très haut niveau. Et on a réussi à avoir les accords du Good Friday. Maintenant, on parle plus. Enfin, ça y est, la paix entre l'Irlande et le Royaume-Uni est complètement consommée, elle fonctionne. Bon, bah, il y a bien sûr des défauts, mais je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec le merdier Bien intersidéral que sûr. c'était dans les années 60 et 70, où en plus, l'IRA était devenu juste un spécialiste pour te fumer des soldats britanniques. Parce que c'est Ouais, pas seulement que très bien. ils incantaient, c'est que c'était les meilleurs tueurs de soldats britanniques sur Terre, les mecs. Donc, bon, on est passé de ça à aujourd'hui, ils boivent des bières ensemble. Les mecs de Belfast font un derby football. Enfin, moi, tu disais ça à un mec dans les années 70, il rigolait. Il disait, Mhm. mais qu'est-ce que tu as fumé au bout d'un moment? Tu vois, tout ce que tu évoques, les sociétés complexes, etc. Donc, ça, c'est fait. Bon, mais c'était improbable. Je suis d'accord. C'était hautement improbable. Alors, en incantant, tu sais, j'ai été ambassadeur d'un UNITWIN, le programme de jumelage de l'UNESCO, et la charte de l'UNESCO, elle déclare, ce qui est très brillant, ce qui est très beau, que les guerres prenant naissance, nous déclarons que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être érigées les barrières de la paix. Donc la culture, la connaissance, d'où le patrimoine, protéger même les langues sifflées des plateaux d'Anatolie, tu vois, ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ils ont un programme pour protéger les langues sifflées des hauts plateaux anatoliens, qui remonterait peut-être à l'âge de bronze, là aussi. L'Anatolie, c'est un des berceaux de la civilisation. Et donc, j'ai cet aspect-là. Bien sûr que je sais que, déjà d'une part, à partir du moment où le Likoud a admis avoir financé le Hamas, et l'a dit, mais de façon cynique, enfin, c'est Haaretz qui le rapporte, mais il y a les témoins, et dit oui, bah, on finance le Hamas parce qu'ils sont tellement extrêmes que jamais il y aura de solution à deux États. Bon, ça s'est retourné contre eux, puisque maintenant tout le monde ne parle plus que de la solution à deux États, et même la Chine s'en est emparée, ce qui est une défaite diplomatique majeure pour Netanyahou. Et le temps que la sidération soit passée, ça va lui faire des ennemis même dans son propre camp. Donc autant il y a des Israéliens qui défilent dans la rue pour qu'ils sautent, mais ça c'est plus de la politique intérieure, parce qu'Israël est un pays qui a ses propres problèmes aussi Mhm. et qui d'habitude se voit toujours confisquer sa politique intérieure par l'urgence. C'est-à-dire, c'est ce qu'avait déjà dit Haaretz à l'époque de Plomb Durci. Ils avaient dit le Plomb Durci, c'est les tracts électoraux de Sharon. Ce qui était vrai, c'est-à-dire, bon, s'il n'y a pas Plomb Durci, on va parler de quoi? Du manque d'hôpitaux, du chômage de masse, de l'absence de débouchés des étudiants, Ouais. de la faiblesse du shekel, on va parler de quoi? Bon, bah, vaut mieux parler de Plomb Durci, que tout le monde soit fédéré, etc. Mais là, même au sein de son propre camp, qui est le camp du non à la solution à deux États. Le Likoud s'est créé autour de ça, et c'est un sympathisant du Likoud qui a buté Yitzhak Rabin, parce qu'il avait signé les accords d'Oslo. Donc, en effet, même au sein de son propre camp, il a échoué. Et il a échoué totalement. Et on se retrouve à se demander, mais qu'est-ce qu'il fout encore aux affaires? Et moi, j'en suis à me dire, en fait, on pourrait en être parce que le Rebbe lui avait prédit donc Menahem Schneerson, avait prédit que ce serait lui le dernier Premier ministre avant le Mashiach. Pas une blague. Et t'aurais dit ça à n'importe quel Israélien dans les années 70, 60, il t'aurait Il dit, a mais rigolé, ouais. t'as pris quoi? Tu vois, il faut que tu arrêtes les champis, etc. Et maintenant, en 2024, ce genre de considération est prise au sérieux en politique. Avec des armes nucléaires derrière. Avec des armes nucléaires, avec absolument toute la région qui peut péter, etc. Maintenant, ce genre de considération est prise au sérieux. Et ce qui est le retour de bâton de l'autre extrême, puisque quand t'avais Golda Meir on sent, ou Ben Gurion, Ben qui Gurion, ouais. disait il y aura plus de rabbins en Israël, bah, il va de soi que c'était aussi très extrême au regard de l'identité du pays et que ça ne pouvait que créer un mouvement extrême opposé. Bah voilà, le retour de balancier, c'est que maintenant il n'y a plus de gauche en Israël, ils ont trois quatre députés qui se battent en duel, et que maintenant les considérations religieuses messianiques ont un rôle en politique qu'elles n'avaient pas du tout dans les années 60. Bon, bah là-dessus, oui, je suis conscient que c'est de l'utopie, mais c'est faisable. Alors après, la question, c'est qui m'écoute? Et il se trouve qu'il y a des Palestiniens et des Israéliens qui m'écoutent. On a tout fait d'ailleurs pour qu'il n'y ait pas d'Israéliens qui m'écoutent. J'ai eu des attaques spécialement pour Merci. essayer, bah oui, pour me forcer à devenir plus radical, pour qu'il n'y ait plus aucun Israélien qui m'écoute. Et ça a failli marcher. Mais les Israéliens ne savaient absolument pas, petit 1,
que Netanyahou avait financé le Hamas. Il a fallu qu'il y ait une presse indépendante qui le leur confirme. Et ils ne savaient absolument pas qu'il y avait en effet la possibilité de singapouriser Gaza, à savoir d'en faire une cité-État, ce qu'elle a toujours été. Gaza est une cité-État depuis 3000 ans. Donc, Ouais. Ouais. et en effet, d'avoir, puis là, je veux dire, il n'y a pas de problème à partir du moment où vous avez un marché commun, où il y a des banques communes, vous allez voir, tu sais, le cas de Singapour, il est marquant parce que Singapour était un paria. On oublie ça. Mais Singapour est peut-être même, je crois, le seul État qui a pris son indépendance de force, qui a été forcé à l'indépendance. C'est-à-dire que c'est la Malaisie qui Mhm. a sorti Singapour de force. Voilà. Parce que inassimilable sur le plan religieux et culturel, et trop de Chinois, etc. Et donc, on ne veut pas de vous dans notre grand État musulman qu'est la Malaisie. C'est ce que l'Afrique du Sud aurait dû faire avec le Cap. Alors voilà, c'est ce qui aurait pu se passer avec le Cap, en Mais bon. effet, ça aurait, mais parce que tu avais déjà des Bantoustans, mais pour être honnête, tu connais beaucoup mieux le cas sud-africain que moi, même si j'y suis allé plusieurs fois et j'aime beaucoup ce pays. Mais Mhm. je crois honnêtement, faudrait demander à des gens comme Lugan, etc., qui connaissent bien le monde africaner. Je crois que ce sont les Afrikaners eux-mêmes qui auraient refusé, pour être honnête. Peut-être. Je crois qu'ils auraient refusé parce qu'à l'époque, ils y croyaient à la Rainbow Ils y Nation. croyaient. Ils y croyaient. Ils y Et ils y croyaient. croient encore pour certains. Donc, Bah, alors, tant mieux, mais si tu veux. on espère le mieux pour ce pays magnifique, mais Ah bah ça, bah tu vois, Lugan, il dit, il est encore plus, comment dire, pessimiste que toi. Et tu sais bien, je pense que tu dois être le premier à savoir ce fameux proverbe, un pessimiste est un optimiste bien informé. Mais toujours se préparer au pire, en effet. Rester souriant et joyeux comme tu l'es, mais se préparer au pire, c'est le principe c'est important. du prépisme. Mais pour Lugan, il dit, voilà, bon, c'est foutu, ça marchera pas, et maintenant, barrez-vous, même en Auvergne, on vous accueillera. Je pense que Mandela était sincère. Je Mhm. pense que l'ANC est évidemment à Ouais. quelques légers problèmes de corruption, vite fait, tu vois, comme ça, à la marge, marginaux, et que ça n'a pas particulièrement aidé à sa crédibilité, et qu'ils auraient dû, parce que c'est aussi avec la corruption, parce que beaucoup de gens se disent sur l'ANC, tu sais, est-ce qu'ils mettent que des noirs par idéologie? Eh ben moi, je vais être un peu naïf, je vais te dire non, c'est par corruption, c'est-à-dire que c'est pour des potes. Et que quand tu files tous les postes à des potes, bah oui, ils vont tous être noirs. Ça peut être interprété comme du racisme anti-blanc qui existe profondément en Afrique du Sud, c'est un fait. Mais au final, le problème, il est d'ordre aujourd'hui économique. La classe moyenne sud-africaine est pas du tout stabilisée. Tu as des inégalités de richesse de grands malades. Et tu laisses traîner ça un tout petit peu trop longtemps et le pays, il va Mais imploser. on dirait que tu parles des États-Unis. Bah, alors voilà, j'allais faire exactement, parce qu'en effet, la faillite de l'extrême Occident, la classe moyenne américaine est paupérisée, ce qui était la base de la prospérité américaine, parce que tout, évidemment, toute la richesse, toute la puissance américaine, c'était sa classe moyenne. On le sait, tu regardes rien que la perspective du fondateur de Bank of America, qui était italien. C'était Amadeo Giannini. Amadeo Giannini, il avait une banque pour les agriculteurs de la Silicon Valley, qui n'était pas la Silicon Valley à l'époque. C'était une vallée agricole. Tout Ils à fait. vendaient notamment des abricots en boîte, les mecs. Et lui, il avait fait fortune en prêtant aux agriculteurs de la zone. Il s'est étendu, et ça s'appelait Bank of Italy, bien sûr. Il s'est étendu en prêtant à la reconstruction de San Francisco après le tremblement de terre. Et il prêtait aux petits pêcheurs italiens de la baie. Parce que avoir un compte en banque, à l'époque, c'était un truc de Oui, riche. c'est sûr. Et lui, c'est un peu le précurseur du microcrédit à la Mohamed Younous, qui a eu le prix Nobel de la paix pour ça. Un vrai prix Nobel, pas le prix Nobel d'économie, c'est le prix Nobel de la paix. C'est un vrai prix Nobel voulu par Nobel. Et c'est marrant parce que je vois des prix Nobel d'économie qui ont dit non mais Younous, on n'a pas de preuve économique. Bon, moi, j'ai pas de preuve de ton prix Nobel aussi, tu vois. Bon, D'ailleurs, ça n'existe pas le prix Nobel de l'économie. non, c'est le prix de la Banque de Suède en mémoire C'est ça, d'Alfred Nobel, créé dans les années 70 c'est pour, ça, c'est ça. voilà, pour si tu veux, donner des prix à ceux qui vont dans la doxa absolue de Washington. C'est assez marrant. Et Giannini, donc, il prêtait aux petits pêcheurs italiens, il avait des dépôts, et il s'agrandit, il se dit, il fait un pari, il dit, ce pays va avoir la plus grosse classe moyenne au monde, en fait, de tous les temps. Ce pays, les États-Unis d'Amérique, vont avoir la plus énorme classe moyenne de l'histoire humaine. Et moi, je vais prêter aux classes moyennes, ce qui était révolutionnaire à l'époque, puisque avoir un compte en banque, c'était pour les riches. Et c'est comme ça qu'il va faire Bank of America. Bon, aujourd'hui, Bank of America,
c'est corrompu, c'est merdique, ça croule sous les affaires, etc. Et c'est en fait symptomatique de ce que la classe moyenne américaine est torturée, étriée et en voie d'extinction. Et on le voit vraiment sur les prix de l'immobilier, sur tout. Enfin, aujourd'hui, l'Américain moyen n'a jamais été aussi appauvri depuis peut-être la crise de 29, en fait. La paupérisation des classes moyennes américaines n'avait jamais été aussi rapide que depuis 29. Mhm. D'où le succès de Trump, puisque son bilan de politique intérieure et étrangère est très très bon, il faut le reconnaître. Qu'on aime ou pas le personnage, sur le chômage, il a eu des chiffres exceptionnels, Ouais, pas de c'est un guerre. fait. Après, tu sais, je suis pas tout à fait pro-Clinton, parce que voilà, la Yougoslavie, tout ça. Mais bon, Clinton a été un des rares présidents à avoir pas de déficit. Bon, il était pote avec Epstein, etc. Ça fait pas de lui un mec sympathique. Mais c'est un des rares Aussi le bon présidents moment. C'était le bon à moment pour avoir. avoir un déficit. Voilà. Donc, il avait en effet, dans les années 90, il était capable, il avait rendu des budgets non déficitaires. Tu fais, waouh, comment c'est possible? Bah oui, c'est possible, la preuve. Mais bon, le bilan de Trump, on sait qu'il était vraiment très bon sur le plan de la macroéconomie et puis bon, sur le plan de la politique étrangère. Il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine s'il avait été président, ça c'était un fait. Sur Israël, on peut être plus mitigé parce que Jared Kushner et puis son assise politique, la structure même de Mhm. l'assise politique de Trump fait qu'il est obligé de se baser sur les ultras. Et donc Trump, il n'a pas les cartes en main pour faire la paix au Moyen-Orient. Mais ça, c'est-à-dire, les accords d'Abraham, c'était un vrai succès. Ça, il Mhm. faut reconnaître que les accords d'Abraham, c'était un vrai succès et que tous les crétins qui se foutaient de lui en disant, voilà, c'est un entrepreneur, il est grossier, nous, on est des fins diplomates formés à Georgetown, bah, ils n'ont pas réussi à faire ce que lui, il a fait. Ça, tu prends la fine fleur des mecs qui avaient un Master of Public Administration à Georgetown, dans leur délire les plus fous, ils ne faisaient pas les accords d'Abraham. Alors Mhm. certes, les accords d'Abraham étaient basés sur le fait que, en bonhomme d'affaires, ils te mettaient tous les trucs chiants sous le tapis, et on en parlera plus tard. Typiquement, les Palestiniens. Ils n'existent pas dans les accords d'Abraham. Mais ça donnait une base de liens diplomatiques entre le monde arabe et Israël qui était complètement novatrice et qui créait une interdépendance qui pouvait, bien exploiter, mener à la paix. Mais bon, bien exploiter, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu tout ce phénomène-là. Donc oui, en effet, merci d'avoir relevé que quand je dis qu'il n'y a plus de classe moyenne en Afrique du Sud, en fait, je parle des États-Unis, parce que malheureusement, c'est la situation actuelle. Ouais. Mhm. Les États-Unis, ça reste, comme tu dis, basé sur un dollar qui est la monnaie de réserve, qui était la monnaie de réserve du monde. Ça l'est de moins en moins, et ce genre de phénomènes ont tendance à partir en donc l'inverse de l'exponentiel, en l'occurrence du logarithmique, où Mhm. soudain coup ça chute. Et là, l'appauvrissement des États-Unis peut être énorme et rapide. Et les empires qui chutent et qui sont en crise, on a je crois que c'est paradoxe de Thucydide, je ne sais plus quel est le Ouais, le terme piège, exact, le piège de piège de Thucydide. Ouais. Thucydide, Mm. où très rarement, sauf entre les États-Unis et l'Angleterre, mais pour des raisons de possession mutuelle qu'on connaît, généralement des empires montants, concurrents, se retrouvent agressés par les empires mourants. Mhm. On pourrait même imaginer que si l'agressivité de l'Angleterre vis-à-vis de l'Allemagne précédant 1914, en réalité n'est pas due à ce phénomène-là. Tout à fait. Et pendant tout le 19e siècle, l'agressivité de l'Angleterre et de l'Allemagne, finalement, contre la Russie, qui a commencé à s'industrialiser et dont le potentiel pouvait être gigantesque, potentiel que l'on retrouve seulement aujourd'hui. Euh, Mhm. Ce piège de Thucydide, on va y tomber, selon toi, avec les États-Unis? Alors, c'est évidemment la grande question en géopolitique. Tu sais, tu disais, ça n'a pas été le cas entre l'Angleterre et les États-Unis. Ce qu'on oublie, c'est que ça a failli l'être. Avec Ouais, plusieurs fois. voilà, le Canada notamment, qui avait un plan qui a été déclassifié, parce que comme là aussi l'explique très bien Pierre-Yves Rougeron, les Américains ont un rapport à la déclassification qui est très différent de celui des Européens. Et donc les Américains déclassifient plus facilement. Alors il y a quand même des trucs qui déclassifieront jamais, mais comme sur la mort de Kennedy par exemple ou autre, mais ils déclassifient plus facilement. Et il a été déclassifié que les Américains avaient un programme pour envahir le Canada, qui était une possession de Sa Gracieuse Majesté à l'époque, enfin, qui était une dépendance du royaume de l'Empire britannique. Donc c'était une guerre de facto avec l'Empire britannique. Ils l'ont pas mise à exécution, mais voilà, ils ont décidé de dépioter l'Empire britannique diplomatiquement, économiquement, avec Roosevelt qui méprisait les Britanniques pour tout un tas de raisons.
et dont l'objectif était de dépioter cet empire, ce qui a créé De Gaulle. Parce que si Roosevelt n'avait pas voulu dépioter l'empire britannique, Churchill n'aurait pas été aussi intéressé à utiliser De Gaulle. Mm. Et c'était pas parce qu'ils étaient potes, hein, mais De Gaulle permettait à Churchill, De Gaulle était tout aussi détesté de Roosevelt, voire plus, parce Ah qu'en oui. l'occurrence, De Gaulle s'était carrément méprisé par Roosevelt, puis tu avais deux proches de Roosevelt qui voulaient même le tuer, qui étaient Jean Monnet et Saint John Perse. Saint John Perse, que j'aime beaucoup par ailleurs, Alexis de Saint-Léger-Léger, très grand poète, mais infâme politicien. Infâme politicien. Effectivement. Saint John Perse, d'ailleurs, certains te disent que les Américains lui ont fait décerner le prix Nobel sous l'influence de T.S. Eliot, qui était un ami, immense poète, plus grand poète anglophone du XXe siècle, T.S. Eliot, qui était très pote avec Saint John Perse et qui l'a traduit d'ailleurs en anglais. Il l'a traduit à la base en anglais, superbe édition. Mais donner le Nobel à Saint John Perse, c'était faire chier De Gaulle. Alors je ferme cette parenthèse. Donc le piège de Thucydide. L'Allemagne, c'est un cas d'école, parce que la Première Guerre mondiale est un piège de Thucydide à 100%. Et nous, on déclare que c'est évidemment l'Allemagne qui l'a déclenché. Le traité de Versailles commence en disant que c'est l'Allemagne qui est responsable, que les puissances centrales sont seules responsables de cette guerre. Alors que, comme le démontre très bien Henri Guillemin, qui est un homme de gauche, c'est pas un Mm. nationaliste, c'est un homme de gauche, avec des convictions d'homme de gauche, dans sa grande conférence L'autre avant-guerre, que je recommande à tout le monde, qu'il soit de gauche ou de droite, ou apolitique, il explique superbement bien que, en fait, non, il y avait un parti de la guerre dans les deux camps, que ce parti de la guerre avait absolument pas compris les conséquences parce qu'on pensait encore que la guerre durerait 5 mois, comme les bonnes vieilles guerres d'avant, comme la guerre de 70. Et puis, comme l'explique très bien Pierre Jovanovic, la planche à billets a permis de faire durer ça indéfiniment. C'est la première guerre où là, on va. Pourquoi c'est une guerre totale? Pourquoi c'est un tel massacre d'humains? Parce qu'il y a la planche à billets. Sinon, on entrait en négociation dès le septième mois de la guerre. Mais là, on peut se Ça a faire. failli être le cas, effectivement. C'est tout à Voilà. fait. Et là, on fait 4 ans de guerre et avec un hachoir à viande. Enfin, je rappelle que la France a eu plus de morts dans la guerre de 14 que les États-Unis dans toute leur histoire. Largement. Donc, quand les Américains disent les Français savent pas se battre, je fais bon, ok, vous êtes mignons, mais non seulement la France est le pays qui a le plus de victoires militaires de l'histoire de l'humanité, mais au-delà de ça, juste dans la Deuxième Guerre mondiale, qui est une guerre parmi d'autres pour la France, dans la Première Guerre mondiale, pardon, ils ont eu plus de morts que tous les États-Unis d'Amérique dans toutes leurs guerres, depuis qu'ils Ah, c'est existent, clair. y compris la guerre civile, qui est quand même la guerre de sécession, c'était un hachoir à viande aussi. Je me Donc, demande d'ailleurs si cette comparaison pourrait même être faite avec l'Angleterre, parce que c'est combien de morts je la pense Première que Guerre c'est mondiale sûr. contre la Non, guerre je pense que civile? c'est sûr. Parce que les Énorme. Anglais ont eu quasiment autant de morts que les Français, avec l'offensive de la Somme Ah oui, notamment. oui, oui, oui. Donc, donc oui, je suis quasiment sûr que Gigantesque, c'est cette comparaison gigantesque. peut être faite pour l'Angleterre aussi, absolument. Absolument. Évidemment, le pays le plus saigné de l'histoire restant la Russie, qui est voilà, le pays qui sait saigner de la façon la plus spectaculaire et la plus dostoïevskienne On possible. sent que c'est déjà l'Asie, en fait, dans sa Ouais, manière voilà, de gérer l'humain c'est les pendant la Mongols, guerre, exactement. malheureusement. Les mecs, ils ont été fondés par la Horde d'Or, donc si tu veux, en effet, on est dans un autre univers. Mais c'était un piège de Thucydide, pourquoi? Parce que l'Allemagne s'industrialisait, qu'elle voulait accéder à du pétrole, qu'elle avait signé un accord avec l'Empire ottoman pour faire la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad, la Bagdad-Bahn. Mhm. L'Empire ottoman, bon, ça aurait été un délire sur le plan des réserves pétrolières mondiales s'il était resté unifié, parce qu'il aurait eu les réserves de l'Irak, de l'Iran, du Yémen, de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, du Qatar, du Bahreïn, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mhm. Donc, bon, et puis même de l'Azerbaïdjan, enfin bon. Et donc, la Bagdad-Bahn, bah, elle est coupée notamment en Serbie, c'est pas un hasard. On soutient le nationalisme serbe. Plus maintenant, étrangement, maintenant c'est plus l'ambiance. Mais Mhm. au début du XXe siècle, on était totalement on était pro-slave, bien sûr, et pro-nationaliste serbe, parce que ça faisait chier l'Autriche-Hongrie. Et de toute façon, l'Europe est plus d'un tiers slave, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, entre la République tchèque, la République slovaque, et donc les Balkans, bien entendu, et la Russie, dont la majorité de la démographie est du côté européen de l'Oural, l'Europe est au moins un tiers slave, quoi, si ce n'est la moitié, en incluant la Pologne. Ça leur fera pas très plaisir, mais les Polonais restent des Slaves. Bien sûr. Donc,
Si tu veux, c'était un piège de Thucydide qui est parti en sucette. Alors maintenant, évidemment, tu connais la musique. Ce qu'on dit, c'est que ce qui nous préserve du piège de Thucydide, c'est la bombe atomique. C'est les armes de destruction massive. Et que, par exemple, le général Patton, pour qui j'ai une très grande admiration par ailleurs, il était quand même un peu foufou et que lui, il voulait attaquer direct la Russie, tu vois. Il avait dit, c'est décrit dans sa biographie, l'excellent film Patton avec un scénario de Francis Ford Coppola, mais c'est authentique. Certains te disent même qu'il a été assassiné. C'est une thèse réelle en histoire, hein. Ça, c'est une thèse Mhm, qui est aujourd'hui considérée sérieusement. tout à Comme fait. tu avais, tu vois, comme quoi le métier d'historien est intrinsèquement complotiste, puisque là, on est sur des sujets qui sont moins controversés. Tu as eu deux thèses historiques récentes qui sont très sourcées, très étayées. La thèse selon laquelle Van Gogh ne s'est pas suicidé, mais qu'il s'est pris une balle de gamin qui jouait avec un pistolet et que, étant un pasteur très très expiatoire, il a refusé de le dire. Et il y a un bouquin entier qui a été écrit là-dessus, je plaisante pas, c'est très sérieux, le Guardian en a parlé, enfin, c'est une thèse sérieuse sur le plan historique. Et une autre thèse sérieuse sur le plan historique, c'est que Patton ait pu être assassiné dans sa chambre d'hôpital où il se remettait d'un accident de voiture Mhm. par les services russes avec la bénédiction des Américains. Parce que le mec, il était suffisamment starbé pour dire on recrute les nazis. Et puis il avait dit, parce que Mhm, Patton, c'est le genre ouais. de mec qu'on avait tellement rien à foutre qu'il le prononçait en discours. Le gars. Tu sais, il n'a été pas fait pour la politique, le mec. Donc en discours, il te dit, allez, franchement, de vous à moi, on a battu les mauvais. Et c'est les Russes qu'on aurait dû battre. Il aurait fallu, moi, vous me mettez toute l'armée allemande, vous me la mettez sous mes ordres, et puis j'enchaîne sur Moscou, tu vois. Les Britanniques avaient fait d'ailleurs à ce point-là, mais je ne veux pas le rentrer dans ce sujet Ah parce oui, que Operation je pense qu'entre toi et moi, Unthinkable. on peut faire un dîner de cons sur Ouais, ce genre de c'est truc. ça. Ouais, Mais il y avait le Operation Unthinkable qui c'est avait ça. été publié par les services de renseignement britanniques sur l'hypothèse d'une guerre en 1945 contre l'Union soviétique. Euh, je pense qu'il pouvait être content, enfin, d'une manière ou d'une autre, ils étaient contents que Patton meure parce que C'est c'était une ça. guerre qui allait être ingagnable pour Un gagnable, les ah si, Occidentaux, hein. elle aurait été gagnable uniquement en vitrifiant la moitié orientale de l'Europe. Donc Ouais, ce qui n'était pas facile à faire avec le nombre de bombes qu'ils avaient. Mais bon, déjà, ils bref, n'avaient pas de quoi, et puis même d'un point de vue moral, ça aurait posé peut-être certains soucis, ils auraient sait-on eu la jamais. révolte des trois quarts des Européens Évidemment, occidentaux. elle a dit voilà, pour Washington, on va vitrifier notre continent, ça pose problème. Puis tu avais quand même un parti communiste qui faisait Communistes, du ouais. 30% en France, du 30% en Italie. Et puis Hein, 15% en Angleterre, faut pas déconner. voilà, et un bon 15% en Angleterre malgré tout, parce que l'Angleterre, ce qui avait décrédibilisé le Parti communiste là-bas, c'était bien sûr le pacte germano-soviétique, parce que là, pendant le Blitz, eux, ils se prenaient les bombes sur le coin de la gueule, donc ça avait décrédibilisé le Parti communiste en Angleterre. Mais bon, en Italie et en France et en Grèce, Ouais. il était plutôt taquin, le PC. Et Donc, en Iran, et voilà, et en Iran, et, tout à fait, là, ça aurait, ça aurait ça été aurait un sacré bordel, ça aurait été effectivement. Orwell. Donc au final, en effet, ça ne s'est pas fait. L'opération Unthinkable n'a pas eu lieu et elle s'appelait pas Unthinkable pour rien, pour Ouais, c'est ça. commencer, tu vois. Donc le piège de Thucydide, les gens te disent voilà, il est averti par les armes de destruction massive qui l'empêchent de se dérouler. Mais un accident est vite arrivé. On se rappelle de la crise des missiles de Cuba, qui est une conséquence, on l'oublie trop souvent, de la crise des missiles de Turquie, puisque au Mm. départ, les Russes envoient des missiles là parce que les Américains ont commencé. Et puis, bien sûr, tu as les à peu près nucléaires de l'opération Able Archer en 83. Enfin, tu es, dans le canton de Vaud, donc je crois que vous dites 80, mais pas à Neuch. Et donc, l'opération Able Archer, on est passé à ça, quoi. Ça aurait pu partir en sucette nucléaire. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, le piège de Thucydide, il est économique, puisque la guerre économique, elle est à outrance et totale. Et en effet, il va y avoir un mort, parce que là, c'est pas au premier sang. Là, et c'est ce que DSK avait compris, la Mm. guerre économique entre les BRICS et les États-Unis et leur dépendance, donc l'extrême Occident, elle va pas se faire au premier sang. Elle va se faire jusqu'à ce qu'il y ait. Je suis très fan de Bartley Gorman, le champion de boxe à main nue, qui est l'oncle de Tyson Fury, pour qui j'ai beaucoup moins de respect tout de suite. Et Bartley Gorman, il expliquait, bon, moi, mon père, il m'a appris la boxe à 13 ans en me descendant dans un puits de mine avec des mecs de 19. Et c'était le titre de l'article. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de round. On se bat jusqu'à ce qu'il y ait un mec par terre. Bon. Et à main nue, bien sûr. Ce qui, d'ailleurs, est moins dangereux pour le cerveau. Comme tu le sais, il y a tout un Mm. débat sur faut-il enlever les gants en boxe, parce que les gants, c'est une arme, en fait, et ça nique le cerveau. Mm. Bon, bah, les BRICS et les États-Unis, c'est le même délire, là. À un moment donné, il y en a un qui va tomber. Les Américains se sont dit que ce seraient les Russes.
Et les Américains, tu sais, enfin, la CIA est spécialiste en guerre financière. Je te renvoie bien sûr à cet excellent bouquin que tu connais, Confession d'un tueur à gages économique, par Perkins. Et la CIA, qui a des hedge funds, qui a des. Ça, c'est Jovanovic en parle très bien aussi. Donc, qui possède des moyens, des instruments financiers, ce qui lui permet de court-circuiter les budgets du Congrès. Évidemment, ils vont pas cracher sur l'argent que le Congrès leur vote, On est mais loin de Iran-Contra. Ils ah se sont oui, perfectionnés depuis. ah mais bien sûr, exactement, parce que l'affaire Iran-Contras, elle montre Mm. elle montre vraiment Air que America avant, il y en mais a, bien sûr, mais attends, mais tu vois, sont très forts. j'ai bien aimé quand ils ont fait, tu sais, la série Narcos sur Netflix, ils ont osé parler de la CIA. Mais Ouais, à aucun moment, ils te confirment que c'est bien la CIA qui a poussé. Il y a pas, c'est pas un hasard si Escobar il tombe que dans les années 90. C'est pas un hasard. Il faut bien sûr. attendre que l'Union soviétique soit morte pour qu'il saute Escobar, parce qu'il rendait quand même de sacrés services avant. Donc et ça, ils n'en parlent pas dans Narcos. Ils te parlent juste du fait que la CIA était là, ok, qu'elle bossait avec l'extrême droite là-bas, ok. Mais ils te disent pas que en fait Escobar, il a rendu de sacrés services à la CIA et dans l'affaire Iran-Contras typiquement. Donc, en effet, à l'époque, l'affaire Iran-Contras te démontrait bien la CIA avait des moyens de financement autonomes. Évidemment, clandestins. Le joli terme élégant pour dire illégal, pour dire criminel. Voilà, Mm, clandestin mm. égale criminel. Mais entre-temps, elle t'a fait en effet du hedge fund, du moyen de pression sur des grands financiers à l'international. Et en fait, la CIA est autonome financièrement. C'est dinguerie. Et encore une fois, elle va pas cracher dans la soupe sur l'argent que le Congrès lui vote. Mais elle est autonome financièrement. Oui, les 3 ou 4 000 milliards dépensés en Irak en une dizaine d'années n'ont pas été perdus pour tout le monde en Ah plus. bah, c'est ce que disait, attends, c'était pas Corbin de Mangou, c'était un patron des services secrets français, je sais plus lequel, c'est bon, qui disait mon expérience des hommes m'a amené à la conclusion que l'argent n'est jamais perdu. Il passe de main en main, on le sait, l'argent il Mm. disparaît pas, tu vois, il passe de l'un à l'autre. Et donc, en effet, la CIA a des compétences en guerre économique. Et quand, à chaque fois il y a un État inféodé aux États-Unis qui commence à pointer le bout de son nez, il le flingue. Les crises asiatiques, la crise japonaise, les crises des bébés tigres et des dragons, propre et net. Le Japon s'est jamais remis de la stagflation. Et le Japon, en fait, n'est toujours pas remis. Mhm. Concrètement, ils sont toujours pas remis, les mecs. Enfin, Mhm. ils ont une démographie, alors eux, ils sont à 0,7 enfants par femme, donc ils sont en train de se suicider. Industriellement, année après année, ils sont en récession. Et les seuls nationaux japonais bah, ont eu le bon goût de mourir abattu dans des circonstances étranges. Je parle évidemment de Shinzo Abe, Tout à fait. qui est quand même, enfin, c'est rocambolesque la façon dont Mm. il est mort, le mec. Bon. Et on apprend que oui, il cassait les couilles à certains plans mondialistes, que ce soit sur les passeports de l'OMS, parce que tu sais que l'agenda vaccinal japonais est le plus léger de tout le monde riche, hein, mais c'est vraiment le plus léger. D'ailleurs, les vaccins ne sont pas obligatoires au Japon, c'est aussi simple que ça. Mhm. Donc tu peux t'en dispenser. Et après, les coutumiers il y en a très peu, tout simplement, alors que c'est un État monoethnique. Donc normalement, toutes choses égales par ailleurs, les États monoethniques sont plus susceptibles aux pandémies, c'est connu. Ouais, bien sûr. Mais bon, bah, voilà, eux, ils ont cette réticence-là. Et puis, bon, tu rajoutes surtout que Abe, il commençait à avoir une politique nationaliste sur le plan économique au Japon, avec la BOJ notamment. Bon, il a foutu le camp. Et donc, le problème des BRICS, alors, le Brésil est une exception, parce que la CIA est très puissante au Brésil. Et la CIA, son moyen préféré de fumer un politicien, c'est de lui sortir des affaires. Donc, Andreotti ou Craxi. Bon, Craxi en Italie, bon, tu connais évidemment l'histoire italienne mieux que moi, mais Bettino Craxi, il avait fait de nombreuses conneries pour la CIA, Mhm. la plus marquante étant la crise de Sigonella. C'est ça. Donc, tu es en Sicile, il y a un avion qui a résonné par les forces italiennes. La base de Sigonella est italienne, mais c'est une base de l'OTAN. Donc, tu as des Navy SEALs. Et l'Italie veut garder les suspects. Les Américains veulent les extrader. Et tu te retrouves physiquement, l'image, tu vois un avion avec un cercle de Navy SEAL et un cercle de Bersaglieri autour.
Bon, tonton Reagan, tu lui fais pas ça deux fois, tu vois. Mhm. Donc, quelques mois plus tard, Craxi commence à avoir de sacrées emmerdes et il va finir, comme on le sait, exilé en Tunisie. Ça, je ne l'ai pas vérifié, mais on me dit que sa tombe est tournée vers l'Italie. Bon. Sidi Bou Ensuite, Saïd, sauf erreur. ouais, c'est ça, Sidi Bou Saïd. Et sinon, tu as donc Andreotti. Alors là, c'est pareil, Andreotti, il fait tout bien. Demande à Pierre-Yves Rougeron qui te parle de la démocratie chrétienne pour rigoler et de ses liens avec la CIA. Bon, Super. Andreotti, c'est la Dici. Ouais. Il fait tout bien. Il est 7 fois chef de l'État, 25 fois ministre. Enfin, tout se passe bien. Et puis, quand même, le mec, il se confessait pour de vrai. Tu vois, j'aurais pas aimé être son confesseur. Et à un moment donné, il décide de libérer son âme. Et pile début des années 90, il se dit, ça y est, je vais parler du réseau Gladio. Parce qu'il Mhm. n'y a plus besoin du réseau Gladio. Si l'URSS est tombé, il n'y a plus besoin. Donc, le réseau Gladio, Gare de pendant Bologne, Brigade Rouge, Bologne, la là, loge ça P2, fait du monde, hein. tu vois, les vrais dossiers, la loge P2, c'est quand même Ouais, très énervé, là. Licio Gelli. Licio Gelli qui est Don Licio dans Le Parrain 3. Le mec avec les exactement. lunettes. Exactement. C'est Licio Gelli, où tu vois que même les parrains lui font le baise-main. C'est merveilleux. C'est, tu vois Donald Tobello, qui est un parrain d'élite, Ouais. qui s'incline devant lui. Genre, tu vois exactement, c'est hop là. Et donc, euh, tu as cette Andreotti décide de sortir l'affaire Gladio, le dossier Gladio, immédiatement. Il se prend tous les dossiers dans la tête, Tangentopoli Manipulite, et bien sûr les liens avec la mafia, la corruption de la Dici, etc. Donc, Eh ouais, la CIA, ils adorent faire ça. Or, au Brésil, c'est ce qu'ils ont fait à Lula. bien sûr. C'est ce qu'ils ont fait à Rousseff. Quand Lula et Rousseff ont fait chier sur le pétrole, ils te les ont foutus au trou. Mais Lula et Rousseff, de façon, à mon avis, idéologique, ils étaient pro-OMS. Or, Bolsonaro ne l'était pas. Donc, bah, la CIA t'a ressorti Lula et Rousseff du frigo et ils te les ont remis au pouvoir parce que Bolsonaro commençait à faire chier. Et Bolsonaro, aujourd'hui, c'est lui qui est en cavale. Donc, dans les BRICS, le Brésil, c'est celui où la CIA a vraiment le plus d'influence et peut vraiment te retourner les... Parce que c'est la doctrine Monroe, au bout d'un moment, tu vois. On contrôle l'hémisphère occidental, on contrôle l'Amérique du Nord au Sud. Et les gens qui remettent en cause la doctrine Monroe, on les fume. Typiquement, Charles de Gaulle au Mexique. Le discours de Mexico, mais qui aurait des coronets en titane comme ça pour à la frontière Ouais, américaine aller leur Mexico, dire... Montréal. Ouais, Montréal, ah, Il en a fait plusieurs. Après, il ne faut ouais. pas s'étonner d'avoir mai 68 dans la tronche. Bah, exactement, faut pas s'étonner de te prendre une révolution de couleur juste derrière, avec même Moscou était contre, tu vois, c'est pourtant censé être une révolution syndicale, bah, même Moscou était contre. En effet, juste après avoir fait tout ça, alors je te parle même pas de la critique de l'étalon dollar, déjà à l'époque, et de rapatrier l'or de la Banque de France. Enfin, le mec, il avait tout fait pour les faire chier, quoi. Et tu verrais aujourd'hui un Macron aller faire un discours de Mexico, sans déconner, tu verrais ce genre de truc. Bon, donc voilà, alors, dans les BRICS, pour finir sur le piège de Thucydide, le Brésil est le chaînon, la chaîne, le maillon le plus faible de la chaîne, parce que la CIA peut retourner le Brésil. Elle en Mhm. est capable et elle l'a fait à plusieurs reprises par le passé. Ouais. Mais évidemment, les deux maillons les plus forts, c'est la Chine et la Russie. L'approche naturelle de la CIA était la guerre économique, en exploitant les faiblesses de l'adversaire, parce que les Chinois ont fait des conneries. Typiquement, Evergrande, voilà, les Chinois ont fait des conneries parce que leur approche de mono économique, qui est l'opposé de l'Inde. L'Inde qui a fait de la planification aussi, mais Mhm. l'Inde, c'est beaucoup plus chaotique que la Chine. Alors, la conséquence, et ça, c'est Taleb qui en parle très bien, Nassim Nicolas Taleb, l'antifragilité. La conséquence, c'est que la Chine va faire une croissance année après année meilleure que l'Inde. Et c'est un fait. Et elle est très au-dessus en termes de PIB de l'Inde, enfin du Bharat, puisque maintenant, comme tu le sais, le vrai nom de l'Inde, c'est le Bharat, qui se sont même détachés de leur nom britannique. Mais l'Inde est plus résiliente parce que plus chaotique. Donc Mhm. ça Mhm. lui a permis de... Voilà, quand la Chine se ramasse une crise, ça picote. Je crois que c'était le créateur de C++ qui disait ça. C'est difficile de se tirer une balle dans le pied en C, alors que... non, pardon, c'est facile de se tirer une balle dans le pied en C, mais en C++, c'est difficile, sauf que si tu y arrives, il y a la jambe qui part avec. Eh ben, en Chine, c'est Mhm. pareil, Pas c'est-à-dire c'est mal. difficile de contrer la croissance chinoise, mais quand ça arrive, tu as la jambe qui part avec.
Quand les Chinois se tirent une balle dans les Indiens se tirent des balles dans le pied tous les jours, avec la tablette à cash, hein. Mais bon, il n'y a pas la jambe qui part avec. Quand les Chinois se tirent une balle dans le pied, tu as la jambe qui part avec. C'est la faillite d'Evergrande, c'est la situation chinoise. Et là-dessus, tu as, t'as la Russie qui est un peu la synthèse des deux en termes de politique, pas en termes démographiques, bien sûr. Ça, c'est un nain démographique à côté de l'Inde et de la Chine, mais c'est une superpuissance politique, Mhm. culturelle étrangement, hein. Mhm. Et bien sûr géopolitique, parce que la Russie, si on devait la résumer en géopolitique, qu'est-ce que c'est que la Russie? Bon, bien sûr, Churchill avait dit c'est une énigme enveloppée d'un rébus au sein d'un mystère. Et en fait, qu'est-ce que c'est la Russie? C'est Christophe Colomb sans la mer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand il y a l'âge de l'exploration, qui commence vraiment avec Ivan le Terrible pour la Russie. Il a Mhm. commencé avant, mais c'est vraiment à partir d'Ivan le Terrible qu'on est dans l'âge de l'exploration. Quand il y a l'âge de l'exploration, le Portugal, l'Espagne partent vers le grand large et traversent l'Atlantique. Et puis après, bah, toutes les autres puissances européennes se disent pourquoi pas moi. Les Russes vont s'intéresser vraiment à l'Atlantique qu'avec Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg. C'est trop tard. L'âge de l'exploration, il commence à. Alors, les Russes, ils se disent, mais l'âge de l'exploration, c'est pourquoi? C'est pour connecter la Chine. Bon, bah, nous, on sait que la Chine, elle est par là-bas. Ah Donc, oui. on va explorer par là-bas. Et évidemment, bah, leur exploration, elle ne tombe que sur de la terre. Donc, tu ne peux planter ton drapeau que dans la terre. Mhm. Tu revendiques des îles, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a le problème en Nouvelle-Calédonie, etc. Bon, c'est plus récent, c'est bien Mhm. après l'âge de l'exploration pour la Nouvelle-Calédonie, mais tu ne peux planter ton drapeau que dans la terre. Encore que, si je voulais vraiment sodomiser les lépidoptères, je soulignerais que en 2006, les Russes ont planté un drapeau en titane à la verticale du pôle Nord, C'est ça. le long de la dorsale de Lomonosov, enfin pas de la dorsale, mais du ridge, enfin, c'est pas une dorsale, mais L'eau. voilà, sous l'eau et avec un petit sous-marin, ils t'ont planté un drapeau en disant c'est chez nous, mais ils avaient une base légale. Mais la base légale, c'était l'UNCLOS, la Convention de Montego Bay, qui dispose de ce que si ton plateau continental s'étend, tu peux revendiquer. Or, le pôle Nord est un réseau commercial majeur. C'est devenu une route commerciale, le passage du Nord-Ouest, mais une route commerciale majeure pour la Chine qui se déclare puissance arctique distante. Mhm. Et c'est bourré de ressources. Diamants, pétrole, ce que tu veux. D'où c'est pour ça d'ailleurs que Trump voulait acheter le Groenland. Et il aurait quasiment pu y parvenir si on lui avait pas mis des bâtons dans les roues, ce qui est délirant, mais ce qui aurait pu être fait. Donc, les Russes, pour comprendre leur géopolitique, et je crois que c'est Dima Vorobiev. Dima Vorobiev, c'est un ancien propagandiste du RSS qui dit, si je devais décrire la Russie, je vous dirais que c'est une opération de colonisation de la Sibérie qui dure depuis 1000 ans. La Russie est une tentative de peupler la Sibérie qui a fonctionné avec le transsibérien. Tu avais des villes d'1 million d'habitants. Novosibirsk. Mhm. Novosibirsk a été la plus jeune ville à atteindre le million d'habitants. Quand elle a atteint le million, c'était la ville qui l'avait atteint le plus vite. Donc tu as Mhm. vraiment eu une ruée, en fait. Et il y aurait pu avoir des ruées successives à l'entrepreneuriat si la Russie n'avait pas été communiste. Tu aurais eu une. Mais elle continue. Et Ah, aujourd'hui, ce tu peux. serait un pays de 300 millions d'habitants s'il n'y avait pas eu le communisme. C'est ça, minimum. Minimum. Peut-être même 600, tu vois. Mhm. Ça aurait pu être en effet un continent à elle seule si elle avait été entrepreneuriale. Mais le problème, c'est qu'elle doit être centralisatrice. La Russie doit Il être fallait plus. dégager les tsars d'une manière ou C'est d'une autre. ça. C'était Bah, un alors, problème. mais tu sais, les tsars, il y avait déjà une base d'entrepreneuriat chez eux. Mais Oui, oui, oui. dans Oui, oui, l'histoire russe est une histoire de centralisation. oui. Mhm. C'est tout. Donc tu peux avoir des entrepreneurs, mais c'est les oligarques. Ouais, ouais. Les boyards avant ou les oligarques. Vaste sujet que la Russie. Comme le temps avance, d'abord, je profite pour rappeler ceux qui voudraient, parce que je sais que tu as des formations, des masterclass en fait très intéressantes, ceux qui voudraient t'écouter, s'abonner à tes chaînes qui sont elles aussi shadowbannées. Mhm. Entre shadowbannées, on s'entraide. Est-ce que tu peux nous donner les liens? Enfin, Bien sûr, quasiment donc il y a la chaîne de Scanderia, Scanderia, donc ça veut dire Alexandrie en arabe, hein, c'est pas pour rien. Mhm, Donc je t'avais parlé du phare et du fort, il y a la bibliothèque aussi. Donc la bibliothèque, c'est Scanderia, qui est donc une société basée en France qui vend mes masterclass. Et puis pour tout ce qui est contenu gratuit, alors c'est jamais gratuit, il y a les pubs hein, sur Google, mais en tout cas, plus facile d'accès, il y a ma chaîne, donc Idriss Aberkan, sur YouTube. Et puis bien sûr, il y a mes livres après, vous tapez mon nom dans Amazon, etc. Et il y a les différents livres. Donc Libérez votre cerveau que tu as cité, qui a été traduit en 9 langues
Mhm. Étrangement, Wikipédia n'en parle pas. Tu vois, ça c'est Mhm. traduit en 9 langues, best-seller international. Non, ça, Ah, moi aussi. Ils m'ont ils ont pas enlevé les voulu mentions internationales. l'indiquer. Ouais. Mais tant mieux. Je veux dire, ça prouve que leur comptabilité intellectuelle est frauduleuse et c'est tant mieux. Mais donc, libérez votre cerveau traduit en japonais, chinois, coréen, grec, néerlandais, mais pas en anglais. Ça, c'est vraiment dommage, mais il n'est pas traduit en anglais. Par contre, il est donc dans toutes ces langues. L'âge de la connaissance que j'ai écrit au Pax Montana, figure-toi. Parce que donc le Pax Montana qui est à Fleury-Ranft, qui est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, parce que moi, quand j'enquête pas sur des affaires de corruption ou de pédocriminalité en Suisse, je conserve une grande admiration pour le système suisse, Mhm. qui est la démocratie la plus mature du monde occidental, et qui a ses défauts, on le voit bien, Et en notamment avec crise aujourd'hui. et en crise, absolument, avec les problèmes aussi du contrôle médiatique, parce que si tu veux, même si tu as une démocratie directe, si des gens contrôlent les médias, ils contrôlent l'opinion, et on voit les limites de ça. Et puis alors, cerise sur le gâteau, la Suisse envisage d'entrer dans l'Union européenne. Alors là, le suicide serait consommé, Mhm. si même la Norvège n'y est pas rentrée. Mais donc, j'ai écrit L'âge de la connaissance à Fleury-Ranft, à l'hôtel Pax Montana, que je vous recommande, qui est une Mhm. merveille. Parce que, comme tu le sais, donc c'est l'endroit où il y a Saint-Nicolas de Flux. Tout à Et fait. c'est où tu avais donc grand saint fondateur, figure tutélaire de la Confédération helvétique, Mhm. qui était un guerrier d'ailleurs, qui était un homme qui a pris l'épée, qui a buté des gens et qui, à un moment donné, je crois qu'il avait 10 enfants, un truc comme ça, ou 12 enfants, 6 filles, 6 garçons, et il décide de Ah, se retirer. les chrétiens, c'était quelque chose hein, Ah avant. bah oui, bah ça, Ouais. voilà, il y avait un truc, en effet. Et ce saint, parce qu'il mérite 1000 fois la béatification, il fait un rêve. Dans son rêve, il voit une jument qui mange une fleur de lys. Ça lui évoque que sa vie matérielle, la jument, est en train de dévorer sa vie spirituelle. Et du coup, il s'isole dans une petite cellule en chêne qui est encore visible à Fleury-Ranft. Donc, je crois 800 ans plus tard, un truc comme ça, près d'une cascade, et c'est un endroit merveilleux. Eh ben, Mhm. j'ai écrit L'âge de la connaissance en étant à cet hôtel. Ils ont une suite qui est incroyable, qui a une tour à 360 degrés, tu vois toute la vallée. Donc c'est au sud de Lucerne, hein. Tu descends à Lucerne, ensuite tu prends, Ouais, ouais, tout à fait. tu prends le train jusqu'à Fleury-Ranft. Et ils ont donc une suite qui a une petite tour indépendante. Donc je me mettais il commençait à faire frais, je me mettais avec une écharpe et j'écrivais avec la musique dans les oreilles en regardant toute la vallée. Et c'est comme ça que j'ai déroulé. C'est en fait un peu à cause de ça que L'âge de la connaissance est un peu trop gros comme bouquin. Il y a trop d'exemples. Non, mais c'est vrai, Peut-être. les gens m'ont dit, il y a un passage un peu trop inventaire sur le biomimétisme, sur trop Mhm. de cas d'espèces. Et en effet, c'est parce que j'étais tellement emporté dans le truc, à regarder la vallée en Suisse, etc., puis les couchers de soleil de malade que tu as là-bas, que je me suis laissé aller, quoi. Pour embrayer sur ce que nous parlions, ce que tu parlais du piège de Thucydide, et pour arriver à la conclusion, je vais t'amener sur mon terrain, qui est celui du prepping, de la survie, euh, tout en étant au style suisse, c'est-à-dire pas comme les Californiens ou les Américains dans des bunkers avec des amas de boîtes de conserve autour d'eux, quoique. Mm. Euh, mais simplement, je ne sais pas si tu connais un petit peu cette approche, et surtout par rapport à tout ce qu'on a dit et par rapport à l'optimisme et le pessimisme, euh, quels sont tes avis sur cette approche, ce mode de vie, si on veut Alors, moi, je suis tout à fait, étant donc militaire, enfin réserviste, je suis tout à fait favorable au prepping et au survivalisme parce que ça responsabilise les gens. Je veux dire, tu vois, par exemple, comment manger du cambium, etc. Enfin, c'est des trucs qu'on devrait apprendre à l'école. Et je vais même te le dire davantage, puisque quand j'étais en Ukraine, j'ai rencontré c'est ce qu'on appelle un staret, le vieux, quoi. hmm, Comme tu sais, Rasputin était un staret voilà, il n'était pas vraiment vieux, mais on l'appelait déjà staret, c'était un peu honorifique. Mais là, c'était un vrai vieux qui avait survécu à l'Holodomor parce que son grand-père à lui avait appris ce qu'on pouvait manger en forêt. Donc, et c'est vrai qu'on peut manger plein de trucs en forêt, mhm, mais que la plupart des gens ne le savent pas, et que dans toutes les famines, eh bien, on n'envisageait pas de manger. En forêt, tu peux manger les glands, tu peux faire de la pâte avec des galettes, les pignons de pain. Au Québec, tu as la bière d'épinette qui est faite avec des bourgeons de pain. mhm, Tu as une Suissesse
que je salue, et qui t'aime beaucoup d'ailleurs, qui m'avait fait, quand j'étais au Pax Montana, à Flully-Ranft, une journée découverte des incroyables comestibles. Ah oui. Donc ça, c'est génial, parce qu'en plus, là, vraiment, tu es dans l'alpage, donc faut rincer quand même au cas où il y aura un renard et tout, mais je veux dire, tu es quand même plus en sûreté, donc tu peux faire une salade de pissenlit avec des bourgeons de pain et des marguerites. Les vraies Mhm. marguerites se mangent, c'est délicieux, ça a un goût de poire, un arrière-goût de poire. T'as les champignons. Alors là, tu me rentres dans un monde, hein. Et donc, en tout cas, ce vieux bonhomme en Ukraine m'avait offert un sac de tisane qu'il était allé cueillir en forêt. Il m'avait expliqué qu'en fait, il savait tout ça parce qu'il avait survécu à la famine, parce que son grand-père lui avait appris tout ce qui était comestible en forêt. Donc, rien que ça, tu vois. Déjà, puis je suis scout. Donc, la devise des scouts, c'est toujours prêt. Mhm. Donc, bon, au bout d'un moment, faut être prêt. Et puis, comme le rappelle si bien Robert Redford dans ce film d'espionnage Spy Games avec Brad Pitt, quand est-ce que Noé a construit son arche? Avant le déluge, pas après. Mhm. Donc, en fait, je méprise pas les Américains sur leur approche du prepping qui est très différente. Et tu sais qu'elle vient du fait que les Américains n'ont pas confiance en l'État fédéral. Mhm. Et que ceux qui sont de nature à être survivalistes ou preppers, euh, c'est pas des gens qui auraient confiance en l'État fédéral. Les seuls qui ont confiance en l'État fédéral, c'est les yuppies, les Young Urban Professionals, qui eux, de base, ne pensent jamais au prepping, n'y penseraient jamais. C'est clair. Mais ceux qui y pensent d'entrée de jeu ont zéro confiance en l'État fédéral. Donc c'est pour ça qu'ils font des bunkers, machin, tout ça. Le prepping idéal, ça reste une nation preppeuse. Et bah faut reconnaître que la Suisse est la moins mauvaise là-dedans. Mhm. Quand ils te distribuent des pilules d'iode, quand il y a les bunkers, etc., et que il y a plus de couchage dans les bunkers suisses que d'habitants, parce qu'ils anticipent. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le canton de Neuchâtel, il y avait des exercices militaires sur une invasion de migrants français, tu vois. Alors, ils disaient pas français, mais bon, une invasion de migrants à la frontière de Neuchâtel, tu vois. Bon, Mhm. j'en ai logiquement déduit que c'était pas de la République démocratique du Congo, si tu veux. C'est clair. Et bon, l'idéal quand même, c'est que la nation soit prépeuse. Et ça, c'est le cas en Norvège, c'est le cas en Suisse, c'est le cas dans certaines autres nations, mais c'est l'exception. Si la nation ne l'est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être. En effet, de toute façon, le retour à la Terre, c'est aujourd'hui, même d'un point de vue, parce que en fait, le prepping idéal, c'est le prepping qui est intéressant même en temps de paix. C'est pas le prepping apocalyptique, c'est le prepping où, par exemple, tu vois les gens qui font des films sur comment justement manger du cambium, euh, comment faire du foraging en forêt, comment cultiver son lopin de terre chez soi. Aujourd'hui, d'une façon générale, l'agriculture individuelle est devenue subversive. Tu le vois, hein, toutes les lois délirantes qui t'interdisent de semer tes propres graines, qui t'interdisent d'utiliser du purin d'ortie. Enfin, l'agriculture individuelle est devenue subversive, ce qui est quand même un truc de fou. Mais du coup, voilà, cette dimension-là du prepping, à laquelle tu ajoutes bien sûr l'autodéfense, parce que bon, bah, voilà, au bout d'un moment, si dans le cas américain, oui, si ça part en Mad Max, tu vas devoir être capable de te défendre tout seul. Et dans le cas américain, je suis évidemment totalement pro euh, port d'une arme, parce qu'en réalité, ce que les Français ne comprennent plus, c'est que la question du port d'armes, même du point de vue politique, était au départ une question de gauche. Évidemment. Tu dis ça aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Henri Guillemin. Mhm. Henri Guillemin, il te dit non seulement Marx était favorable au port d'armes, mais en plus de ça, les révolutions françaises ne se font que parce que on a des prolétaires armés et Évidemment. que Orwell c'est aussi bah voilà. le préconisait. Exactement. Donc, en fait, le port d'armes, on a réussi à en faire une question de droite et même stigmatisé à l'extrême droite en France, alors qu'en réalité, c'est une question de gauche. Mhm. C'est le partage du pouvoir par les citoyens. Le port d'armes, puisque si l'État est l'expression de la violence légitime, eh bien, le citoyen doit posséder une fraction de la violence légitime, encadrée, légitimée, avec un cadre légal.
D'où, par exemple, les alerteurs citoyens dans le maintien de l'ordre, l'idée d'avoir des gens qui aient le port d'armes, qui soient d'anciens militaires ou autres, et qui soient astreints à une plus grande discipline, puisque de toute façon, ces gens tirent plus souvent d'ailleurs, c'est un petit détail simple, mais je crois qu'en France, tu dois tirer 50 cartouches par an quand tu es policier. Ça commence à aller mieux, mais bon, c'est rien pour être tireur. C'est ce que tu tires en une séance, 50 cartouches. Donc, bon, c'est en effet quelque chose qui est devenu politisé à outrance, mais moi, je suis totalement donc favorable pour cette raison. Et donc, voilà, c'est les grands piliers du survivalisme et du prépisme, la production de nourriture, l'autodéfense, et après, ben, tous les aspects psychologiques qui vont avec, puisque bon, bah, j'aime beaucoup la marine, et c'est vrai que quand tu navigues, tu es en fait un prépeur permanent, quoi. Bien sûr. Parce que tu es en milieu hostile, tu es sur quelque chose qui n'est pas fait pour l'habitat humain et qui est l'océan. Et donc, tu dois en permanence être responsable, rigoureux, prudent, équipé et dans certaines zones armées. Parce que bon, tu ne traverses pas le golfe d'Aden sans un PGM E4.50 au cas où des gens décideraient de délivrer des prospectus sur le pont de ton voilier, quoi. Donc voilà, j'ai une opinion qui est pas seulement favorable, qui me semble être rationnelle en fait, vis-à-vis de ce mouvement. Idriss Aberkan, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était très agréable, sans doute à refaire. Bah, quand tu veux, tu étais le bienvenu sur ma chaîne aussi. Et Avec plaisir. vraiment, encore merci de cette belle interview. À bientôt. Et je rappelle à tout le monde, les liens sur les chaînes d'Idriss et pour ces masterclass sont ci-dessous. Abonnez-vous, allez les voir. C'est toujours important de se cultiver. Profitez-en pendant que c'est possible. À bientôt. À bientôt. Alors, c'est